Yannick, Ok, tu fais feu. l'intro sur les règles, sur où Ouais, écrire, oui, oui, etc. il n'y a aucun problème. J'attends qu'Adrien nous dise stop et moi, c'est bon. Et Bien. c'est En guise. diffusé, enregistrement juste. On lance aussi l'enregistrement. Adrien? Non, c'est pas la peine, étant donné on a sur Facebook. D'accord. Pas de souci. Tu me donnes l'animateur avant de te déconnecter parce que tu vas te déconnecter, je pense. Et moi, je me mets en muet et je vous abandonne. C'est bon pour vous? C'est good. Ok, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire. Quels outils pour booster votre relation client en période de confinement? Vous êtes pour l'instant 783 à nous suivre. J'espère que vous et vos proches allez bien, ce qui est quand même le plus essentiel pour nous. Sachez que euh, dans ces moments qui sont pour le moins difficiles, eh bien, les personnels de l'ordre, les membres du conseil autour du bâtonnier et du vice-bâtonnier sont véritablement à votre disposition et je remercie tout spécialement le personnel de l'ordre, le service de communication et le service de la formation pour nous permettre d'avoir mis en place ces formations via Zoom et également sur Facebook Live. Par ailleurs, je tiens à remercier les membres du conseil référent de l'incubateur du barreau de Paris, Éric Lequelennec et Barthélémy Lemial, qui se sont mobilisés pour donner vie à cette conférence qui sera animée par Mathieu Buis, qui est avocat au barreau de Paris et membre de l'incubateur, et par Alexis Debord, qui est un consultant Legal Tech et Digital et qui anime le programme d'incubation de l'incubateur du barreau de Paris. Et puisqu'il n'y a pas de raison de prendre beaucoup plus de temps, quelques règles néanmoins à vous indiquer avant de leur céder la parole. Première des règles, si vous voulez poser des questions, utilisez le petit module Q et R que vous trouverez en bas au milieu de votre page et ainsi nous pourrons répertorier les questions et je m'en ferai l'écho ensuite auprès de Mathieu et Alexis pour qu'ils y répondent en fin de conférence. Par ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas pu s'inscrire antérieurement, eh bien, je vous laisse indiquer votre nom et votre numéro CNBF qu'on puisse vous marquer comme présent et valider vos 2 heures de formation. Nous sommes quasiment 900 maintenant. Il est temps pour moi de m'effacer et de laisser la place à nos intervenants que je remercie infiniment de leur disponibilité et des conseils qu'ils vont pouvoir nous délivrer. Tu y vas, Mathieu? Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire, donc une formation en ligne. Donc, comme l'a dit Yannick, l'idée à l'incubateur, c'était de vous faire part des échanges qu'on a, non seulement entre nous, mais aussi avec de nombreux prestataires d'outils numériques à destination des avocats ou de leurs clients. Et donc, on s'était dit qu'il fallait profiter de cette période de confinement pour justement vous faire part de ces réflexions et les échanger avec vous. Comme l'a dit Yannick, n'hésitez surtout pas à poser des questions ou même à nous faire remonter des points ou des sujets précis qui pourraient faire l'objet d'autres formations ou d'explications complémentaires. Alexis, du coup, je te laisse. Tout à fait. Merci, Mathieu. Oui, effectivement, l'objectif des 2 heures qu'on va passer ensemble, c'est de vous donner également une lecture, une grille de lecture qui peut être positif. C'est compliqué de dire positif vu le contexte, mais qui en tout cas va vous montrer que dans le contexte actuel, il y a aussi des moyens de communiquer, de travailler qui, certes, sont extrêmement brutales, extrêmement dures pour la profession, mais qui, voilà, on peut aussi en tirer des aspects un petit peu positifs. Donc, c'est aussi ce qu'on va essayer de vous montrer. Et bien entendu, on va travailler autant que possible sur des clés, sur des aspects assez pratiques qui vont vous aider
à faire les choix des bons outils et surtout des bonnes approches stratégiques pour votre cabinet pour effectivement travailler sur votre relation client en cette période de crise. Et à défaut de pouvoir réaliser vos prestations juridiques ou vendre vos expertises, on va essayer de réfléchir aux manières dont vous pouvez tirer parti de cette situation qui est inédite pour accélérer la transformation de votre cabinet et surtout tisser des liens nouveaux, retisser des liens plus forts encore même avec vos clients, avec vos prospects. Donc, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va essayer de vous montrer. Alors, évidemment, il y aura des outils. On va parler d'outils pratiques. Je crois qu'on nous attend beaucoup sur la partie visio notamment. Alors, sans plus attendre, c'est un petit peu ce que je vous disais. On a 3 grands objectifs de ces 2 heures. Le premier objectif, ça va être d'essayer de comprendre les grands principes, les grands enjeux qui sont liés au travail à distance avec ses clients. Et bien sûr, alors, avec ses clients, quand on travaille avec ses clients, l'objectif, c'est de produire des services juridiques. Donc, ça a nécessairement un impact sur la façon dont vous allez travailler avec vos équipes, avec vos partenaires, même si c'est finalement un sujet plutôt second plan par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé sur cette formation. Mais on va forcément en parler un petit peu, puis on va voir aussi s'il y a des questions qui sont posées dans la rubrique questions-réponses par certains d'entre vous, et on s'efforcera d'y répondre du mieux qu'on peut. Le deuxième grand objectif, ça va être d'identifier ensemble des critères pertinents pour vous aider à choisir les bons outils. Donc, c'est très bien d'avoir cette approche stratégique. OK, on doit travailler à distance. OK, on est à marche forcée pour transformer notre cabinet. Mais finalement, quel outil choisir, comment les choisir? En plus, on est à un tel niveau d'urgence qu'il faut qu'on puisse aller vite. On ne peut pas se permettre tellement de faire des erreurs parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder? Quels sont les critères sur lesquels on doit être attentif quand on choisit un nouvel outil? Et puis enfin, comment essayer dans tout ce brouhaha de détecter des opportunités, des astuces qui vont vous permettre de revisiter la manière dont vous communiquez avec votre cabinet pour, autant que possible, essayer de capitaliser, même si c'est un bien grand mot, sur ce qui est en train de se passer, ou en tout cas de jouer les coups d'après, notamment par rapport à vos clients et la manière dont vous allez pouvoir communiquer, donner de l'information, partager de l'expertise. 5 grands temps dans ce programme. Un premier grand temps qu'on a commencé à aborder ensemble sur cette crise Covid et pourquoi, au-delà de cette crise, finalement, il y a des aspects qui peuvent être positifs pour la profession. Alors, je sais, hein, c'est souvent compliqué pour nous tous, d'ailleurs, et moi le premier, puisque les trésoreries sont à plat ou vont être à plat dans les prochaines semaines. Évidemment, on a plein de doutes, plein de craintes, mais essayons de voir le verre aussi à moitié plein. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont en train de se passer, et essayons de mettre en place ces bonnes pratiques. Le deuxième, il y aura première grande partie ensuite sur l'organisation du rendez-vous, de la conférence, des meetings. Alors, c'est quoi, comment on gère efficacement une visio? On en fait tous aujourd'hui, c'est beaucoup de bon sens. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà ces bons réflexes-là. Mais voilà. La deuxième partie sur l'information. Comment aujourd'hui on va communiquer, comment aujourd'hui on va informer ses clients de manière efficace dans ce contexte-là. Faut-il arrêter de communiquer? C'était une question que beaucoup se posaient au moment où le confinement a été annoncé. Finalement, on se rend compte que la réponse n'est peut-être pas oui, non, mais qu'il y a une troisième voie qui est assez intéressante et qui va vous permettre de faire pas mal de choses. On va vous les montrer. Une troisième partie sur comment assurer la continuité de mes prestations services. Alors, évidemment, il y a les rendez-vous avec la visio, mais il y a aussi plein d'autres questions. Signature électronique, lettre recommandée électronique. Bref, plein de choses qu'on va dérouler ensemble. Et puis enfin, la partie 4, qui seront quelles sont les offres, les choses intéressantes dont je pourrais bénéficier pendant cette période-là. Et on a essayé de recenser quelques opportunités. Alors, c'est non exhaustif, hein. L'idée, c'est de vous donner des clés de réflexion et pour que chacun puisse tester des outils, des choses qu'il n'aurait pas forcément eu le temps de tester en temps normal en étant la tête dans le guidon. Donc, voilà. Mathieu, Yannick, n'hésitez pas à également interagir si vous le souhaitez, hein, par rapport à ce programme. Alors, l'intro, contexte Covid, on commence à lire, au-delà de tous les articles sur les chiffres terribles qu'on entend tous les soirs, on commence à lire des informations, et bien sûr de la crise économique, on commence à lire des informations en disant la crise sanitaire, finalement, c'est un catalyseur de la transformation digitale. Et moi, j'accompagne les professionnels du droit depuis 6 ans maintenant dans leur transformation numérique. Et on dit toujours, l'année prochaine, ça va être fou, tout le monde va passer à l'étape supérieure. Et finalement, on se rend compte au bout de 6 ans qu'il y a une énorme inertie, que les choses avancent, mais que les choses avancent lentement.
Aujourd'hui, finalement, l'impact de cette crise et de ce confinement, c'est de mettre tout le monde à marche forcée par rapport au numérique. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde est en train, en l'espace d'un mois, de 2 mois, de faire sa transformation, de travailler à distance, d'organiser sa relation à client à distance, de fournir des services à distance. Et donc finalement, cette transformation numérique dont on parle depuis 5-6 ans dans les cabinets, qui tarde à venir, aujourd'hui, on est en train de la faire à marche forcée. Ça va très vite et tout le monde est obligé de s'y mettre. Donc ça, c'est un aspect positif. Et tous les process, tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans la manière dont vous organisez vos cabinets, demain ou dans 1 an, dans 2 ans, quand tout ça sera terminé, qu'on pourra à nouveau aller de l'avant, vous vous rendrez compte que finalement, vous allez gagner énormément de temps sur beaucoup d'aspects. Et donc ça, c'est un côté un petit peu positif. Alors, ce côté catalyseur, évidemment, on le voit d'une manière générale dans le monde économique, mais on le voit dans les industries encore plus en retard que les professions du droit. Les messes, alors dans les exemples un petit peu ludiques, anecdotiques, l'Église se met finalement à faire du direct sur Internet. Il n'y a pas que voilà, les avocats. Le Conseil de l'ordre organise lui-même des séances et a complètement dématérialisé ses rendez-vous du mardi après-midi et ses prises de décision du mardi. Donc, ça permet d'avoir cette continuité de service. Ça va avec cette marche forcée. Des avocats, alors c'est un exemple, il y en a plein d'autres. J'ai pris le premier qui me venait ici. Des avocats se disent « Ok, on ne peut plus organiser nos petits déjeuners » ou ça fait des années qu'on dit qu'on veut organiser des petits déjeuners, on ne le fait jamais. Eh bien, organisons un webinar à destination de nos clients, un entrepreneur, par exemple en e-commerce, c'est le cas ici pour le screen que je vous ai donné. Et également, finalement, tout ce contexte Covid fait qu'on a envie, et vous allez voir, on va en parler après, on a envie de se retrouver, d'échanger entre clients, entre personnes qui partagent les mêmes problématiques. Et par exemple, au niveau de la profession d'avocat, un certain nombre d'initiatives sont mises en place. Il y en a une que j'ai accompagnée qui est particulièrement intéressante, c'est celle de l'ACE qui a décidé d'ouvrir un grand forum de discussion pour tous les professionnels du droit, avocats, j'entends, et qui peuvent échanger sur leurs difficultés, sur la demande de chômage partiel, sur un nouveau dispositif Covid qui n'est pas pris en charge pour les avocats, pourquoi, comment, quel mode de recours. Et ça permet d'être aussi de s'entraider, que chacun puisse s'échanger les motifs, par exemple, en matière de chômage qui étaient invoqués. Et voilà, donc il y a ces plateformes, il y a ces systèmes d'entraide qui se mettent en place au niveau de la profession. Mais également, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces systèmes d'entraide qui se mettent en place, vous pouvez les mettre en place pour vos clients. Et ça, c'est quelque chose de bon parce que ça va renforcer les liens avec vos clients. Et puis, bien sûr, une nouvelle fois, l'ordre qui fait le maximum pour être à vos côtés. Mais ça, je laisse peut-être la main à Yannick en tant que membre du Conseil de l'ordre sur cet aspect-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place et notamment à commencer par cette conférence. Vous êtes plus de 1000 à le suivre maintenant. Qui a pour vocation d'essayer de vous transmettre un maximum d'outils, de clés pour vous aider à faire face. Alors, quelques instants sur l'ordre et les actions de l'ordre, même si ce n'est pas l'objet de la conférence et je ne veux pas prendre trop de temps. Ce qui est certain, c'est que, comme vous le savez, nous avons tiré les conséquences, évidemment, de ce que le confinement imposait. Il est adressé à l'ensemble du barreau un certain nombre de communiqués. Il y en a encore un qui a été adressé aujourd'hui à l'ensemble des avocats du barreau de Paris. Nous avons publié un vade-mecum à destination des avocats du barreau de Paris pour leur indiquer comment les services de l'ordre fonctionnaient malgré ce confinement, l'indication du fonctionnement des juridictions, mais également tout un tas de conseils pratiques. Ce vade-mecum est mis à jour 2 fois par semaine. Il va encore être mis à jour dans les prochains jours, ensuite des indications qui ont été données par les pouvoirs publics sur un certain nombre de points, notamment concernant le fonds de solidarité. Vous retrouverez également des indications concernant les différentes saisines possibles de l'ordre, notamment pour bénéficier du fonds de secours, puisque c'est ce qui est aujourd'hui sous vos yeux par ces slides. Ce qui est certain, c'est que l'ordre est véritablement à vos côtés. Vous pouvez nous saisir assez simplement. Allez voir sur le site internet de l'ordre le vade-mecum et vous aurez toutes les indications pour conserver le lien et évidemment le lien qui est le plus direct
finalement, eh bien, ce sont toutes les formations qu'on arrive à dispenser. En tout cas, c'est celles qui réunissent le plus de personnes. Mais évidemment, pour chaque cas, eh bien, nous sommes à disposition et nous traitons évidemment tant les personnels de l'ordre que les membres du conseil, et évidemment la vice-bâtonnière et le bâtonnier ensemble. Donc n'hésitez surtout pas, et si vous aviez des questions à cet égard, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Ok. Tu voulais ajouter un mot, Mathieu, côté incubateur en Oui, complément? juste pour dire que évidemment, cette période de confinement où on est chacun isolé, soit seul, soit avec sa famille, est propice justement à renforcer les échanges. Et je pense que nos clients sont demandeurs de ces échanges avec nous et ont besoin qu'on les conseille et qu'on les guide. Et je pense que le message, et je vais peut-être déjà arriver à la conclusion, mais une fois qu'on vous aura montré tous ces outils, l'objectif ultime, en fait, c'est d'arriver et d'accompagner votre client à lui faire la même chose en interne. Et c'est là où, à notre sens, réfléchir à la transformation numérique de votre cabinet, même si aujourd'hui, elle se fait peut-être un peu dans la douleur parce que vous n'avez pas le choix, en réalité, vous récolterez les fruits et vous serez encore plus intégré avec vos clients. Voilà, c'était une conclusion de l'introduction. Les conclusions de l'introduction. Ok, alors sans plus attendre, au-delà de ces éléments de contexte, on va essayer de vous donner des pistes pratiques, des points d'attention, des choses qu'il faut regarder, des idées peut-être à mettre en place pour vos cabinets. Donc du coup, voilà, la première étape, et c'est celle à laquelle vous avez tous été confrontés dès le début, je pense que chacun commence à être un petit peu plus familier maintenant, c'est le rendez-vous, c'est la visio en fait, puisque le rendez-vous quand on n'est pas avec ses clients, c'est évidemment de pouvoir se voir quand même, d'échanger comme on est en train de le faire. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on a organisé une conférence sur la relation client avant le confinement. Je suis même à peu près certain qu'on n'aurait jamais eu 1000 personnes en direct. Donc, c'est comment on arrive à organiser ces rendez-vous en visio de façon intelligente avec ses clients. Et là-dessus, il y a déjà des bonnes pratiques d'utilisation qui sont des grands basiques. Je vais vous les donner. J'imagine que de toute façon, vous avez déjà pu les constater au fur et à mesure que vous avez expérimenté tout ça depuis maintenant un mois. La première étape, c'est de toujours prendre un quart d'heure de rabat. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a, quel que soit l'outil qu'on utilise, toujours, de toute façon, je veux dire, avant même ça, les réunions commencent toujours avec un quart d'heure de retard. Bon, c'est pareil en ligne, sauf qu'en plus, il faut ajouter les aspects un petit peu techniques, le temps que tout le monde rejoigne la conférence, le temps que chacun prenne ses marques, vérifie son micro, comprenne comment partager l'écran, couper le son et ainsi de suite. Donc, systématiquement, prenez un quart d'heure de marge et convoquez tout le monde 15 minutes avant le début de la conférence. Ça, c'est un b.a.-ba et ça vous évitera de prendre trop de retard. La deuxième chose, c'est de bien tester, bien sûr, j'enfonce des portes ouvertes, hein, de bien tester le son, l'image avant et toujours autant que possible. Alors là, on est dans une conférence avec des centaines de personnes, donc c'est un peu différent. Quand vous créez un rendez-vous avec votre client, je veux dire, l'aspect humain et déjà le fait d'être à distance, cet aspect humain, cet aspect empathique qui est quand même extrêmement important dans votre profession et se gère forcément différemment avec cette distance. Donc pensez, efforcez-vous à vous préparer et à vous mettre devant caméra et à allumer votre webcam. Il n'y a rien de pire que de couper sa caméra. Il y a plein d'outils qui ont une bande passante suffisante qui permettent de gérer les flux vidéo. Donc, utilisez la caméra, vous allez déceler alors évidemment beaucoup moins bien que si vous aviez la personne en face de vous, mais vous allez quand même pouvoir déceler des regards, une attitude, des mimiques qui vont vous permettre de détecter des comportements et d'avoir une intuition dans la manière dont vous allez conseiller votre client et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier point important. Autant que possible, activer l'image et tester le son, ça c'est un b.a.-ba. Privilégier un lien direct pour accéder à la visio ou à des outils qui sont les plus couramment utilisés. Alors, aujourd'hui, il existe encore beaucoup d'outils dans lesquels il faut télécharger un logiciel, installer le logiciel, démarrer le logiciel, il suffit que le navigateur ne soit pas bon, etc. On perd tout de suite beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, il y a quand même énormément d'outils visio qui vous permettent d'accéder directement à une conférence ou à un rendez-vous avec un simple lien et éventuellement un mot de passe. Donc privilégier ces outils-là, c'est fondamental pour l'ergonomie et le fait que tout le monde puisse accéder facilement à votre rendez-vous. Couper le son, alors ça je pense que pareil, tout le monde en fait les frais régulièrement. Coupez le son de votre micro quand vous ne parlez pas. Pourquoi? Parce que tout le monde va entendre les bruits parasites et pire,
la résonance, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est en train de parler va résonner dans la pièce de l'autre personne et en résonnant, va renvoyer le son. Et là, ça fait des bruits hyper aigus. D'ailleurs, ça porte un nom. Bon, j'ai plus le nom. Voilà, ça fait des bruits extrêmement aigus. C'est très désagréable pour tout le monde. Donc, pour ça, c'est simple. Dès que vous ne parlez pas, vous coupez le son. Qui plus est, dès lors que vous faites des conférences à plus de 4-5 personnes, à partir de là, c'est un bien indispensable. Privilégier un fond neutre ou personnalisé. Alors, le fond neutre, c'est à minima de vous mettre derrière un mur blanc ou pas dans le passage de vos enfants ou de votre époux, de votre épouse qui va aller se faire un café ou voilà, et qui va passer en pyjama ou en tout cas habillé en tenue, en tenue pas forcément professionnelle derrière vous. Donc, meilleur moyen d'éviter ça, mettez-vous dos à un mur blanc. Après, sur Zoom, par exemple, et vous voyez, je l'ai mis exprès, vous pouvez, il y a une possibilité qui vous permet de paramétrer la caméra, l'image de fond. Donc, vous pouvez tout à fait mettre le logo de votre cabinet ou un fond neutre qui vous plaît. Et ça permet surtout, si quelqu'un passe derrière l'écran, que cette personne n'apparaisse pas. Donc, quand vous travaillez dans des espaces un petit peu restreints, avec vos enfants pas loin ou ainsi de suite, ça permet d'éviter d'avoir en permanence un brouhaha ou tout simplement du bazar d'ailleurs. Hein, quand vous êtes dans votre bureau et qu'il y a un peu de bazar, ça vous permet de cacher ce bazar. Ensuite, alors, je pense que vous vous rendez compte, en tout cas ici par exemple avec Zoom, vous pouvez utiliser des chats pour transmettre des ressources en direct aux participants durant la présentation. Ça, c'est assez pratique, c'est même un plus d'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous faites un rendez-vous physique, vous dites « Ok, je vous ferai une synthèse de tout ce qui s'est dit ». Ensuite, vous devez taper votre rendez-vous physique. Vous devez noter toutes les références utiles qui peuvent être, alors pour vous, ça va être des liens vers des textes de loi dont vous avez parlé, vers différents éclairages juridiques ou techniques et ainsi de suite. Là, vous pouvez en fait directement partager ces choses-là dans le chat en fait, et tous les participants vont y accéder. Et si le lien les intéresse, vont pouvoir le copier-coller et eux-mêmes le mettre dans leur compte-rendu. Donc, ça vous permet de potentiellement gagner du temps, de ne pas perdre un lien. Surtout, chacun peut le faire dans le cadre de la réunion. Donc, que ça soit pour vous faire un compte-rendu en direct ou le cas échéant, faire un compte-rendu post-réunion, vous aurez juste à repasser dans le fil de discussion, recenser l'intégralité des liens et vous allez gagner du temps à ce niveau-là. Ensuite, vous pouvez partager votre écran. Quasiment toutes les visios le proposent aujourd'hui. En principe, vous passez sur la caméra ou vous avez carrément directement nouveau partage ou partage. Vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur l'espace de l'écran à sélectionner. Et à partir de là, votre écran est partagé. Alors, évidemment, avant de faire ça de façon spontanée, assurez-vous qu'il n'y a pas la dernière série que vous avez regardée, qu'il n'y a pas la dernière robe ou vêtement que vous avez regardé sur le site e-commerce dont vous êtes fan, et ainsi de suite. Donc, faites un peu le ménage avant vos réunions. Mais d'ailleurs, comme vous le feriez si vous étiez à un rendez-vous client et qu'à un moment donné, vous avez besoin de montrer votre écran à une personne tiers. Voilà, pensez à faire ça parce que ça peut aller très vite. Il suffit à un moment donné de faire un mouvement et bing, on se retrouve derrière. Les participants voient ce que vous regardiez. Alors, 9 fois sur 10, ce n'est pas très grave, mais bon, il faut se méfier, ça peut être un confort. Et puis enfin, comme pour une réunion, et ça, c'est un petit peu l'avantage aussi des réunions à distance, et je pense que vous l'aviez tous, on le constate tous dans la vie. Hors confinement, les réunions durent longtemps, et parfois pour ne rien dire ou pour servir à rien. L'avantage des visios, l'avantage de ce confinement, et on parlait par exemple de Zoom qui, je crois, est limité à 40 minutes en mode gratuit, sinon il faut passer en mode payant. Ça fait partie des choses qui sont relativement intéressantes. Pourquoi ? Parce que ça vous force à être extrêmement efficace dans le cadre de vos visios, à aller droit au but, à avoir structuré un ordre du jour en amont de la réunion. Donc ça, c'est important et ça va vous aider à être plus direct et surtout à aller plus vite. C'est-à-dire qu'une réunion qui durerait 1h30 plus une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir, autrement dit, vous avez perdu presque une demi-journée. Finalement, avec des visios, vous allez vous rendre compte qu'on gagne très rapidement beaucoup de temps, à la fois sur le temps de la réunion en elle-même et puis bien sûr en plus sur les temps de déplacement en moins. Voilà. Alors, juste, il y a 3 grands types en fait d'utilisation de la visio. Je pense que beaucoup d'entre vous vont connaître un petit peu tout ce que je vais montrer là. Alors juste, hop là, pardon. Voilà. On a d'abord donc les rendez-vous individuels avec vos clients. C'est pour tout pareil. C'est pour les choses simples, ne faites pas compliqué. Si vous faites un rendez-vous individuel, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser l'outil qui vous permet de faire une réunion à 150. Pensez aux moyens les plus simples. Et d'ailleurs, je pense que vous vous comportez comme ça déjà. C'est le téléphone, tout simplement. Et le téléphone,
si vous avez FaceTime et que la personne en face a également iPhone ou Apple, vous pouvez organiser des FaceTime et vous voir directement, ça marche bien. C'est WhatsApp, c'est Telegram. Si c'est un petit peu plus confidentiel, Telegram permet un cryptage plus abouti, plus sécurisé que WhatsApp ou que Messenger, qui sont des outils du groupe de Mark Zuckerberg, donc du groupe Facebook. Donc voilà, étape 1, pensez aux basiques pour organiser un rendez-vous individuel. Parfois, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ensuite, il y a tous les outils classiques, donc les Skype, les Cisco Webex, les Microsoft. Donc moi, à titre personnel, je ne suis plus fan et j'utilise plus. Je préfère des liens directs ou travailler avec des outils, entre guillemets, séparés d'outils à installer, mais qui fonctionnent encore bien et qui sont très demandés. Vous avez, pour les visios également plus confidentiels, vous avez un de vos confrères à Lyon qui fait partie de l'incubateur du barreau de Lyon, qui a créé Visio Avocat, qui est un outil de visio dédié pour les avocats, avec toutes les garanties d'hébergement en France, de garantie du secret professionnel et ainsi de suite. Donc, c'est toujours pareil, en fait. Ça va dépendre, et posez-vous toujours cette question, mais Mathieu en parlera aussi après. Dans quelle mesure l'échange que je vais avoir est très confidentiel, assez confidentiel, peu confidentiel. Et à partir de là, vous allez pouvoir également identifier quels sont les outils les plus pertinents pour un rendez-vous individuel. Dans tous les cas, keep it simple, restez le plus simple possible. Vous avez déjà, pour des rendez-vous individuels, tout le monde a tout ce qu'il faut. Ensuite, vous avez des réunions. Donc, les réunions, c'est quand vous êtes 3 à 12, allez, 3 à 20 même. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est absolument privilégier l'ergonomie. Qu'est-ce qui va être le plus simple pour que tous mes participants puissent se connecter rapidement à la réunion que j'ai organisée, qu'on ne perde pas une demi-heure pour que chacun cherche un identifiant de connexion, un outil à installer, etc. Donc, du coup, là-dessus, il y a des outils. Alors, moi, j'utilise beaucoup Google Meet, mais bon, ça reste Google. Donc, on sait que derrière, il y a quand même du Big Brother, il faut se méfier. J'utilise beaucoup également Whereby, qui est un outil qui permet d'organiser des réunions jusqu'à 12, qui coûte quelques euros par mois en utilisation. C'est très raisonnable. Et après, on passe sur des outils pour des réunions plus grosses, type Zoom. Alors, Zoom, vous pouvez utiliser à la fois pour l'utiliser pour des petites réunions à 5, 10, 15, 20 participants. Puis après, vous avez des fonctionnalités avancées. Vous le voyez ici, on est plus de 1000 à suivre la formation. Vous avez Jitsi aussi. Voilà. Et puis après, vous avez des outils véritablement de conférences, comme on est en train de le faire en ce moment, où en fait, on bascule sur des outils type webinar. Et là, ce qui est le plus important, c'est de privilégier les aspects collaboratifs. Alors, il y a un outil qui est utilisé par l'EFB, Mathieu en parlera juste après, qui s'appelle Tixeo, qui est très compliance, notamment sur tout ce qui va être dit, échangé sur la plateforme. Moi, j'aime beaucoup également Livestorm, qui permet de faire des webinaires jusqu'à 500 et sur lesquels, en fait, on a des personnes sur scène. À tout moment, on peut faire venir un participant également sur scène, c'est-à-dire avec une caméra, un son et ainsi de suite, pour pouvoir interagir. Et le chat se fait vraiment très, très bien. Et j'ajoute un dernier point qui est intéressant pour les métiers que j'aime et qui n'est peut-être pas intéressant pour les avocats. On peut partager en direct des vidéos qui sont sur YouTube. Donc, ça permet, quand vous voulez montrer une démo, quelque chose qui a été préenregistré, vous pouvez très facilement l'intégrer à votre présentation et tout le monde va la voir. Donc voilà, donc ça c'est les règles de base. Donc avant de commencer, dites-vous est-ce que j'ai un rendez-vous individuel, une réunion, une conférence, et en fonction, quelques guides pour vous aider à trouver les bons outils. La liste est non exhaustive, il y en a des tas des outils. On vous a juste donné quelques références utiles qui sont celles que nous on utilise au quotidien avec Mathieu ou au niveau de l'ordre. Hop là, tac, tac, hop là, pardon. Mathieu, je te laisse du coup plus sur les points d'attention compliance. Tout à fait, merci. Donc, comme vous l'a expliqué Alexis, il y a d'abord des critères finalistes, j'ai envie de dire, à savoir quel outil je vais utiliser pour quel message. Et c'est ce qu'on appelle la médiagénie, c'est-à-dire qu'en réalité, le message que vous voulez faire passer, il doit être adapté au support. Et ça, vous le vivez au quotidien. Vous ne demandez pas la même chose et vous n'écrivez pas de la même manière par SMS que par email. Donc, une fois que vous avez fait un petit peu votre évaluation au regard de ce que Alexis vient de vous dire, il y a d'autres problématiques à prendre en compte, et notamment en termes de sécurité et de confidentialité, a fortiori, puisque, comme vous le savez, en tant qu'avocat, on doit assurer la confidentialité de nos échanges avec nos confrères, mais également avec nos clients, et garantir le secret professionnel.
j'ai vu passer dans le chat certains débats. Donc, juste 2 points. On ne va pas citer l'ensemble des outils. Je vous indique, sans trop spoiler, qu'à l'incubateur, on est en train de réfléchir à sortir des fiches très pratiques sur chacun des outils. Il y a d'autres personnes qui ont fait des guides comme Village de la Justice ou autres. Nous, on essaye vraiment de vous donner des clés. Et sur les visios, je pense que vous l'avez compris, le point le plus important, c'est vraiment la sécurité et la confidentialité. Alors, comme souvent en matière de données en France, on se tourne vers la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui a donc communiqué le 9 avril, donc c'est tout prêt, certains conseils pratiques techniques. Donc, c'est vraiment des conseils de bon sens qui se décomposent en 3 temps, avant l'inscription, au moment de l'inscription et pendant l'utilisation. Il faut savoir que la CNIL recommande Tixeo, qui est certifié par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc, Alexis l'a dit, c'est un outil vraiment pour les grandes conférences. Vous savez aussi que Zoom est sous le feu des projecteurs actuellement. Alors, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire parce qu'on est sur Zoom, mais rassurez-vous, même le gouvernement, je voyais que Cédric O tout à l'heure a fait une intervention sur Zoom, mais visiblement Zoom, peut-être parce qu'il a pris la place de leader ou pas, mais en tout cas est très décrié pour sa gestion de la sécurité, notamment parce qu'il y a des vidéos qui se sont retrouvées publiquement en ligne. Il y a visiblement aussi des problématiques quant au stockage par Zoom d'un certain nombre d'adresses de votre carnet d'adresses Outlook quand vous créez la session, ce qui fait que Zoom a été interdit d'utilisation par certaines grandes entreprises françaises qui interdit donc à leurs salariés d'utiliser Zoom pour des webinars professionnels. Je voulais aussi parler avec vous du Zoom bombing et c'est comme ça aussi qu'on a vu les problématiques arriver. C'est que, comme vous le savez, vous avez peut-être des enfants qui suivent des enseignements à distance en ce moment et le grand jeu était de se transmettre le lien d'accès au cours pour que des personnes tiers à l'enseignement viennent un peu parasiter ces enseignements. Donc, vous imaginez bien qu'en tant qu'avocat, si jamais quelqu'un venait à perturber votre réunion client parce qu'ils auraient eu un lien, soit de la partie adverse ou autre, où ils l'auraient capté via une forme de piratage de votre boîte mail, ce serait dramatique. Pour revenir juste très rapidement sur les conseils de la CNIL, pour vous en faire part, mais je vous invite à aller les voir directement. Donc, comme je vous disais, c'est du bon sens. Donc, ça va être par exemple le fait pour votre profil d'inscription, d'utiliser une adresse dédiée pour les visios et un mot de passe dédié, donc qui serait un mot de passe différent du mot de passe, par exemple, que vous utilisez pour accéder à votre ordinateur. Évidemment, de porter une attention particulière aux conditions générales d'utilisation et toute la partie sur les données personnelles. Sont-elles transférées à des tiers? Où sont-elles hébergées? Quelles sont les finalités pour lesquelles elles sont collectées? À ce titre, je voulais vous parler du fait que, même si c'est un sujet très complexe, donc on va vraiment le parcourir, sur le fait que récemment, les États-Unis ont adopté un acte qui s'appelle le Cloud Act, qui n'a pas grand-chose avec le cloud computing, c'est pour Clarifying Overseas Use of Data, et qui normalement imposerait à toutes les filiales des sociétés américaines de communiquer des données qui ne seraient pas hébergées aux États-Unis. Donc, le lieu de l'hébergement, c'est un critère, mais malheureusement, l'identité du prestataire et son appartenance à un groupe peut en être un autre et il faudra être particulièrement vigilant au regard, encore une fois, de l'outil ou de la finalité de l'utilisation de la visio. Évidemment, si vous faites des visios avec les mineurs, pour ceux qui font par exemple du droit de la famille ou des choses comme ça, il faut que vos contraintes de sécurité soient particulièrement élevées puisque, comme vous le savez, au regard du RGPD, les données des mineurs et en particulier ceux qui sont en dessous de 15 ans, c'est des données très sensibles et il faut en principe aussi l'accord du représentant légal. Donc, ces points d'intention, il faut les avoir en tête, pas que pour la visio, mais particulièrement pour la visio, puisque un certain nombre de données vont être captées, à savoir votre nom, votre email, ceux des participants, éventuellement votre voix et votre vidéo. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête quand vous procédez à votre analyse selon les critères indiqués par Alexis. Voilà, je pense que sur la visio, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions, on les prendra à la fin. Juste, il y avait une intervention d'une personne sur la conversation qui est très juste. Oui, toutes vos conversations sont par nature confidentielles, c'est le propre de votre profession. Après, est-ce que
toutes les informations liées à une vidéo que vous pourriez faire auraient un intérêt stratégique à être utilisées par des autorités américaines, etc. J'en suis pas sûr. Et je suis pas certain que c'est un impact pour vous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, évidemment, il faut être hyper attentif à ce qui se passe dans votre profession et à cette nature effectivement confidentielle de l'intégralité de vos échanges. En revanche, il y a aussi une réalité pratique des échanges. C'est que de toute façon, dès lors que vous travaillez sur le web, et je veux dire même finalement quand vous faites une réunion dans votre cabinet à huis clos, vous n'êtes jamais à l'abri que quelqu'un écoute au mur ou ainsi de suite. Bon, finalement, quand vous travaillez sur des outils en ligne, oui, une conférence en ligne, enfin une conférence qui est censée être privée peut se retrouver en ligne. Néanmoins, il y a beaucoup de cas dans lesquels ça n'a aucun intérêt et aucune personne aurait un intérêt à utiliser ces échanges-là pour vous nuire et ainsi de suite. Donc, oui, respectez un maximum toutes les règles compliance, notamment les préconisations de la CNIL, notamment tout ça, mettez toutes les chances de votre côté. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que de toute façon, il y a toujours un risque de piratage, de hacking ou d'exploitation de certaines données. Alors c'est clair que quand vous travaillez avec des outils type Google, naturellement, tous vos échanges peuvent être utilisés pour des intelligences apprenantes qui vont utiliser ce qui se dit dans une conversation pour le retranscrire sous forme de texte. C'est comme ça que leurs outils apprennent et ainsi de suite. Et ça présente des risques potentiels pour votre profession. Après, la réalité, c'est quel est l'enjeu de la discussion que je vais avoir avec mon client et est-ce qu'il y a un enjeu très fort, est-ce qu'il y a un enjeu qui est faible et il faut le mettre à la lumière des choix d'outils que vous allez faire. Alors, je sais que c'est un petit peu contre-culturel pour vous. D'ailleurs, peut-être que Yannick, qui est membre du Conseil de l'Ordre, va me taper sur les doigts par rapport à ce que je dis, mais il y a ce principe de réalité par rapport à ce que vos clients attendent de vous aussi. Et la réalité des outils et de l'urgence dans laquelle parfois vous devez proposer des systèmes de discussion. Un dernier point aussi, parce que… Alors, ce n'est pas culturel, c'est du légal. Oui, juste quand même là-dessus, je tiens à dire un truc qui est intéressant. Évidemment, madame, enfin, maître Bugo, je suis désolé, en plus je vais écorcher votre nom, Bogukik. Non, c'est certain, évidemment, c'est du légal. J'entends parfaitement le point. La réalité, et pour avoir travaillé sur ces questions-là il y a 1 an ou 2, notamment quand on était sur Legal Tech, braconnier du droit contre cabinet d'avocats, à un moment donné, j'ai réuni tout le monde dans des commissions de travail. Et au début, les avocats venaient en disant on va museler les Legal Tech. Et en fait, ils sont repartis en disant en fait, on a énormément à apprendre en matière de sécurité. Et je me rends compte que mon cabinet est une vraie passoire d'un point de vue numérique en termes de données. Donc oui, mettez toutes les chances de votre côté. Oui, votre secret professionnel doit être préservé. Ce n'est pas culturel, c'est légal. Très bien, et j'entends complètement le point, c'est vrai. La réalité, c'est que vos cabinets, 9 fois sur 10, sont des passoires qui se hackent en moins de 2 secondes. Donc juste, faut mettre ça en balance et qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile, à mon avis, de hacker un serveur de votre cabinet que de hacker la réunion que vous allez organiser sur Google. Donc voilà, c'est juste pour remettre en perspective par rapport à des réalités qui font parfois peur. Et moi, j'ai fait d'ailleurs des audits dans des grands cabinets dans lesquels ces grands cabinets étaient sur le point de signer avec des acteurs américains, des grandes banques en l'espèce, et ils devaient passer des audits de sécurité. Et c'était pourtant des cabinets de la place que je ne citerai pas, mais qui sont parmi les plus grands, qui ont des dispositifs de sécurité hyper poussés. Et ils font venir en fait des hackers qui sont là pour tester au bout de combien de temps ils piratent. On est capable de rentrer dans le système. Et les hackers, en 2 heures, étaient capables d'accéder à tous les dossiers du cabinet avec des références hyper stratégiques, notamment dans le secteur aéronautique, etc. Donc, en 2 heures, ils étaient capables de rentrer dans le cabinet, de le hacker. Donc, c'est juste pour vous montrer, attention, il y a une réalité de protéger, bien sûr, votre secret professionnel. C'est du légal et vous devez mettre tout en œuvre pour le protéger. La réalité, c'est que la plupart du temps, vos cabinets, vos boîtes mail, les outils que vous utilisez sont des passoires et qu'en fait, une conférence que vous pourriez organiser sur Zoom est beaucoup mieux protégée, beaucoup plus difficilement accessible. Donc, évidemment, il faut tout mettre en œuvre, mais je tenais quand même juste à le mettre en balance. Ça me semble important. Alors, c'est le bureau des légendes, pas tant que ça. Moi, je l'ai vécu, hein, le hacker qui vient dans un cabinet, qui est payé pour ça, hein, et qui est payé pour dire au bout de combien de temps je suis capable de hacker le cabinet d'avocats. Et si je suis capable de le hacker en 2 heures, il n'aura pas le contrat avec la banque internationale. Ou au contraire, si je mets plus de 24 heures à le hacker, dans ce cas-là, il aura le contrat. C'est une réalité. Je ne dis pas que c'est une réalité que 90% des avocats ont, mais c'est une réalité qui existe.
Je voulais juste revenir sur un point parce que ça aussi, j'ai vu la question sur la gratuité. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'outils gratuits, mais vous verrez que la CNIL vous met en garde sur la culture du gratuit parce que il faut savoir que souvent, le modèle économique du gratuit sur Internet, il masque en réalité le commerce de vos données personnelles. Il y a une grande règle d'Internet, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est de dire que si le service est gratuit, c'est vous le produit. Donc, effectivement, faites attention. Peut-être qu'il vaut mieux parfois prendre un abonnement à 300 € par mois, mais qui va vous assurer une plus grande confidentialité des données personnelles qui seront échangées avec la plateforme plutôt que le service purement gratuit. OK. Donc voilà, donc oui, évidemment, voilà, mettez toutes les chances de votre côté et forcez-vous de respecter un maximum de critères. Mais ce que je veux dire, c'est que dès lors que vous avez un ordinateur, tout devient hackable. Hein, et c'est hélas de plus en plus vrai. Après, qu'est-ce qui a un intérêt à hacker tel ou tel type de dossier? Bon, c'est notre question. Hop. Alors, du coup, l'information. On arrive du coup plus sur les modes de communication que j'évoquais un petit peu en intro. Jusqu'à présent, beaucoup de cabinets d'avocats communiquaient sur leur expertise, communiquaient sur les prix qu'ils pouvaient recevoir et ainsi de suite. Et on était sur une communication très orientée moi, mon cabinet fait ça, j'ai fait telle conférence, j'ai fait tel truc et ainsi de suite, pour les avocats qui communiquaient. Après, il y a ceux qui, bien sûr, étaient absents de la communication sur le web. Au moment où le confinement est arrivé, il y a une question qui a été posée par une journaliste qui travaille avec beaucoup de professionnels du droit, qui s'appelle Capucine Cocan, et qui a posé la question au brainstorming: selon vous, les professionnels du droit et du chiffre doivent-ils continuer à communiquer sur leurs activités, leurs expertises, leur savoir-faire pendant le confinement? Je suis partagé entre c'est totalement décalé et le confinement sera long, la vie des affaires doit continuer. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une troisième voie qui arrive, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut continuer à communiquer, mais en fait, vous n'allez plus communiquer autour du moi-je, autrement dit, communiquer pour vous vendre en tant que super avocat ou en tant que super expert de telle ou telle question. Il faut communiquer, et c'est très bien parce que de toute façon, c'est l'objet même d'une communication. Il faut communiquer pour son client. Et il faut communiquer du coup pour informer de façon claire, de façon simple, ses clients. Alors, ça peut paraître du bon sens, mais on voit aujourd'hui un pivot progressif qui se fait chez certains cabinets d'avocats, chez certains de vos confrères, qui étaient très orientés, on est les plus beaux, nous voilà avec le prix, ou j'ai été dans la presse à tel moment, ou qui communiquaient d'ailleurs pas du tout, à une communication qui va de plus en plus sur quelles informations utiles je pourrais donner à mes clients. Et en fait, il y a un changement progressif de paradigme à ce niveau-là, où en fait, on passe de la promotion à la transmission d'une information qui est claire et qui a un objectif, c'est de renforcer les liens avec ses clients pour les fédérer. C'est l'objet même, de toute façon, de la communication sur les réseaux sociaux à la base qui est pensé comme ça. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu la continuité de vous dans la vraie vie, c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Et imaginez que vous alliez à un dîner en ville et que vous ne parliez que de vous et que des prix ou que des très belles affaires que vous avez eues tout au long de votre carrière, et qu'à la fin, vous dites à votre voisin de droite: et au fait, vous faites quoi dans la vie? Je vois quelqu'un qui met connexion Alexis Debord d'instable. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous faire hacker. J'espère que d'autres n'ont pas le problème, en tout cas. Donc voilà, donc vous êtes à un dîner, vous dites ça à votre voisin de droite, vous êtes sûr de jamais vous faire réinviter. Alors qu'au contraire, vous avez passé votre dîner à écouter la personne qui était à côté de vous et essayer de lui transmettre des informations qui lui seront utiles par rapport à votre expertise. Ben là, vous allez créer de la valeur avec la personne qui est à votre droite, vous allez lui partager de l'information, vous allez tisser des liens. Certes, vous ne vendez pas tout de suite la prestation juridique. En revanche, ben vous allez créer un lien qui va être plus ou moins durable et créer une confiance avec quelqu'un qui est soit déjà votre client, soit qui pourrait l'être demain. Alors ouais, je vois qu'il y en a pas mal qui indiquent qu'il y a des connexions instables. Je ne sais pas si ça vient de moi. En tout cas, attendez, je vérifie juste. A priori, je suis bon en termes de réseau. Donc voilà, donc il y a ce nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, il impose 3 choses. La première chose, c'est que vous allez devoir communiquer sur le web. Vos clients aujourd'hui sont sur le web. Vous ne pouvez plus forcément aller à des événements pour les rencontrer, pour faire de la sollicitation personnalisée ou tout simplement pour partager votre expertise. Donc, la première des étapes, ça va être de soigner votre vitrine digitale, et ce, plus que jamais. Et je le sais, et c'est un sujet qu'on a nous tous ceux qui font du conseil, moi le premier.
on met énormément de temps à se dire, allez, je refonds mon site cabinet, je refonds mes réseaux sociaux. Et toutes ces choses-là sont toujours repoussées. Mais finalement, c'est le moment d'avoir une vitrine qui va être impec. Et une vitrine digitale, c'est quoi? C'est des réseaux sociaux qui sont à jour, en particulier un LinkedIn qui va être à jour et qui va véritablement présenter qui vous êtes, les diplômes que vous avez et vos convictions profondes qui font qu'aujourd'hui vous êtes avocat et que crise ou pas crise, vous aiderez vos clients et vous traverserez vous-même la tempête. Vous allez avoir un site, c'est peut-être le moment de mettre des contenus d'actualité dessus et de les repartager. Donc, il faut que cette vitrine-là soit impeccable. Et il faut que les contenus que vous allez présenter, il faut faire un véritable effort de clarification de vos contenus juridiques. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de legal design ces dernières années, mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, et plus que jamais, pour parler aux justiciables et pour transmettre votre expertise, il va falloir la transmettre de manière intelligible. Autrement dit, 9 fois sur 10 sur un langage qui n'est pas un langage 100% juridique, mais qui est un langage un petit peu vulgarisé, que votre client va pouvoir, à travers des images, à travers des mots plus simples, comprendre ou en tout cas percevoir les enjeux. Bien sûr, ça peut être lié à la crise, mais ça peut être aussi à tout ce qui est connexe à la crise. Et il y a des tas d'enjeux de droit qui sont en train d'apparaître en marge de la crise. Dès lors que vous allez vouloir communiquer, ça implique pour vous de réfléchir à aujourd'hui où sont vos clients. Et je suis sûr que, pareil, c'est quelque chose que je dis toujours en temps hors confinement, mais qui est encore plus vrai aujourd'hui, vous allez revoir votre vitrine digitale. Donc potentiellement, il faut que vous soyez visible de tous les gens qui vont vous chercher ou de toute la communication que vous allez faire, il va falloir qu'elle soit fidèle à ce que vous êtes. Donc à partir de là, il faut que tous vos supports soient à jour. Très bien, on va y revenir après plus concrètement, support par support. Mais il y a également un enjeu pour communiquer, il va falloir pouvoir vous adresser à des prospects, à des clients. Aujourd'hui, est-ce que par exemple, vous avez une liste de vos clients à jour? Est-ce que vous avez créé une liste de toutes les personnes avec qui vous avez travaillé, clients, partenaires, parties adverses, mais qui finalement, auprès desquels vous avez marqué des points? Est-ce que vous avez un tableau, quelque chose un petit peu structuré avec toutes ces données de prospection? Pourquoi il vous faut ça? Parce que demain, par exemple, si vous créez un article qui pourrait intéresser telle ou telle catégorie de personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, il faut pouvoir leur transmettre. Il faut pouvoir leur envoyer un mail. Aujourd'hui, si vous créez ces contenus, que vous les mettez sur votre site, ça ne sera pas suffisant. Il faut être capable de leur repartager ces infos. Donc, est-ce que cette liste de personnes-là, vous êtes capable de les contacter par mail? Est-ce que vous les avez cherché, ajouter sur LinkedIn et ainsi de suite? Et donc, en faisant cet exercice-là, vous allez restructurer la communauté de gens avec qui vous avez travaillé et qui ont apprécié vos services. Et ça, c'est fondamental. Ça permet de renouer de vieilles relations et ça permet surtout la valeur que vous allez créer au travers des contenus que vous allez repenser, qui vont être clairs, qui vont être bien fichus et qui vont montrer que l'avocat peut être utile en cette période de crise. Peut-être pas d'ailleurs en vendant une prestation, mais tout simplement en fournissant une information fiable parce qu'aujourd'hui, vous êtes un tiers de confiance dans la société, tout simplement en fournissant cette information fiable, lisible, claire à des personnes qui seraient susceptibles d'être vos clients. Ben, finalement, vous allez recréer des liens, vous allez recréer de la confiance avec ces gens-là. Et certes, aujourd'hui, ça ne va peut-être pas vous apporter tout de suite de la trésorerie pour votre cabinet, bien que, mais ça va surtout, à terme, vous permettre de reconstituer des canaux de prospection une fois que ça irait mieux, une fois que l'économie va être relancée. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, et c'est le troisième principe, c'est ce qu'on appelle le pay it forward. Autrement dit, il faut être capable aujourd'hui de donner votre information, de donner votre expertise, et plus que jamais. Et c'est en donnant et en partageant votre expertise de la manière la plus simple ou la plus adaptée possible à votre client, évidemment, si vous voulez vous adresser à des conseils en propriété intellectuelle, à des directeurs juridiques ou encore à des DRH, vous parlez à des experts, donc vous pouvez vous permettre d'être un peu technique. Par contre, si vous, au contraire, vous parlez à du justiciable ou sur des prestations de type pénal, de type… il y a des tas d'enjeux actuellement sur les violences conjugales et probablement sur les divorces. Comment vous pouvez expliquer en langage simple à vos clients, à vos prospects, aux gens que vous avez croisés, ce qui est en train de se passer, quels sont les réflexes, quelles sont les attitudes qu'ils doivent avoir face à telle situation. Donc voilà, ça c'est un petit peu par rapport à ce changement de paradigme qui vous oblige à partager plus que jamais votre expertise pour mieux communiquer, pour mieux informer vos prospects, vos clients. Il faut aujourd'hui investir, il faut donner. De toute façon, c'est compliqué aujourd'hui de vendre des prestations, quelles qu'elles soient. Tout le monde attend de voir un petit peu combien de temps tout ça va durer. Est-ce que c'est ce qu'on en a pour 6 mois, 1 an? Est-ce que au contraire, ça va aller plus vite? Donc, on est tous un petit peu dans une attente. On n'est pas du tout disposé à acheter une prestation de conseil ou même peut-être à recourir à l'avocat, mais c'est le moment, au contraire, de redoubler d'exigences pour partager votre expertise, pour placer
la marque de votre cabinet, mais plus généralement la marque de votre profession auprès des particuliers, auprès des justiciables, auprès des entreprises. Et tout le monde en a besoin. Donc, quand je vous disais revoir un petit peu ces moyens de com traditionnels, profitez-en si vous avez un site. Alors, si vous n'avez pas de site web, profitez des quelques semaines qui sont devant vous si vous avez un peu de temps, peut-être pas d'enfants à charge aussi, parce que mine de rien, même si on a du temps, quand on a les enfants à la maison, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, essayez de… Alors oui, évidemment, il faut distinguer la clientèle entreprise, la clientèle particulier, c'est certain. L'approche va être différente, mais en fait, les codes vont être les mêmes. Dans les deux cas, l'objectif, ça va être de partager de votre expertise pour attirer des prospects, pour créer de la confiance avec vos anciens clients, vos clients et vos prospects. Les mécanismes vont être les mêmes. Donc, juste le message, le contenu va être différent, mais les moyens techniques et numériques qui vont être utilisés vont être les mêmes. Donc, profitez-en. Si vous avez un peu de temps en ce moment et que vous n'avez pas de site web, faites-en un et refondez votre compte LinkedIn. C'est le niveau 0 qui vous permet d'exister sur le web aujourd'hui et c'est indispensable. Donc, profitez, si vous avez un petit peu de temps et un peu moins de dossiers, pour faire ça. C'est le niveau 0. Si vous avez déjà un site web, déjà un compte LinkedIn, profitez-en pour le mettre à jour, pour réfléchir à comment est-ce qu'il pourrait être mieux fait, comment je pourrais mettre en avant peut-être certaines informations qui sont plus liées à l'actualité. Ensuite, vous avez bien sûr la newsletter d'information. Alors là, vous avez des règles, bien sûr, de RGPD à respecter, puisque vous avez à ce moment-là, vous allez utiliser des données personnelles. Donc, il faut faire une déclaration préalable à la CNIL. Il faut s'assurer que la manière dont les données sont traitées sont compliance. Mais ça, Mathieu, tu pourras peut-être en dire un mot après aussi. Il y a des règles de base qui doivent être respectées. Mais profitez de cette période-là pour informer régulièrement les clients, qu'ils soient entreprises ou particuliers, de finalement quel pourrait être le rôle de l'avocat. Voilà, il y a des tas d'exemples, que ce soit particulier ou entreprise, qui existent aujourd'hui. Informez-les, profitez de ces réseaux-là. Ça, ce sont des réseaux assez traditionnels. Et puis, il y a aussi tous les réseaux auxquels on ne pense pas forcément. Et dans ces réseaux-là, il y a tout ce qu'on appelle le dark social. Ça va être de créer, par exemple, donc le dark social, c'est tous les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément publics. Par exemple, WhatsApp, vous pouvez créer un WhatsApp avec 200 personnes qui sont consentantes, qui ont accepté d'être dans ce groupe et qui vont recevoir une information juridique ou une lecture juridique, par exemple, de l'actualité Covid. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pourriez tout à fait créer un WhatsApp. Et d'ailleurs, l'avantage de ces WhatsApp-là, c'est que vos clients ou vos prospects ou tous ceux qui ont consenti à être sur ce groupe-là vont pouvoir poser des questions et échanger entre eux. Et ça, vous allez faire naître en fait des communautés d'échange, d'entraide, de partage qui sont importants et qui vont répondre à des doutes, à des angoisses que tout le monde a en ce moment, qu'on soit entreprise ou qu'on soit particulier ou avec des difficultés liées à son quotidien. Alors, une newsletter a-t-elle encore de sens à l'heure de l'information sur les réseaux sociaux? Oui. Le timing, effectivement, n'est pas forcément le même. En ce moment, vous pourriez tout à fait vous dire je vais créer une actu forte toutes les semaines que je vais partager à la fois sur mes réseaux, mais également par mail. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir et que ça ne fait pas doublon avec les réseaux sociaux? Aujourd'hui, quand vous avez 500 personnes qui vous suivent sur les réseaux et que vous faites une publication, donc vous prenez la parole pour vous adresser à ces personnes-là, par défaut, les algorithmes des réseaux sociaux créent un filtre qui va le rendre visible seulement auprès d'une cinquantaine de personnes. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous avez 500 personnes que les 500 vont voir votre message. C'est la manière dont votre message est construit, dont celui-ci va créer de l'engagement, autrement dit des mentions like, des commentaires, des partages, qu'à ce moment-là, il va être visible de plus de personnes. Donc du coup, quand vous postez sur les réseaux sociaux, vous allez développer une audience qui ne va pas forcément être celle d'une newsletter d'information qui, pour le coup, va arriver systématiquement dans la boîte mail de vos destinataires. Donc, vous avez un message qui va passer d'un point A à un point B beaucoup plus fiable, sur lequel vous avez le contrôle dans la newsletter et qui va donc être plus efficace que sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, si vous travaillez avec les entreprises, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir… alors je vois plein de questions super intéressantes, j'ai envie de répondre dans tous les sens. Je vais le faire après. Quand vous êtes sur le LinkedIn, par exemple, ce qui va être intéressant, c'est plutôt les liens que vous allez pouvoir tisser de personne à personne. Vous allez reprendre contact avec une ancienne personne, un ancien client, par exemple, via LinkedIn, parce que vous êtes en train de faire ce travail de refonte de toutes les personnes intéressantes que vous avez croisées, avec lesquelles vous avez travaillé, pour leur partager leurs informations. Profitez-en pour lui envoyer un message personnalisé, reprendre contact avec lui. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et au-delà des publications que vous pourriez faire sur les réseaux sociaux, ces liens personne à personne que vous allez créer sont finalement plus forts pour la suite que simplement de poster des publications. Alors, il faut le faire, poster des publications, mais pensez également à échanger de personne à personne derrière. Alors, j'avais une question. WhatsApp ne contient que de l'information générale. Alors, il y en a quelqu'un, WhatsApp et Secret Pro, c'est incompatible. Attention, quand vous créez un WhatsApp avec
tous vos clients prospects, toute entreprise. Par exemple, vous travaillez avec des entreprises, avec des DRH. Vous décidez de créer un WhatsApp pour aider les DRH qui peuvent être clients du cabinet ou pas d'ailleurs, pour qu'ils puissent vous poser des questions et que vous puissiez leur répondre avec des informations juridiques et qu'ils puissent également échanger entre eux. On est sur de l'information juridique, on n'est pas sur du conseil personnalisé. Donc, on n'est pas sur des prestations que sont celles d'un cabinet d'avocats avec une convention d'honoraires. À partir de là, pour moi, et de toute façon, aujourd'hui, tout le monde le fait, donc si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Telegram, qui est peut-être un peu plus compliance, bien que, mais vous n'êtes pas nécessairement sur des aspects de conseil, vous êtes juste sur de l'information, sur des groupes d'échange et de discussion. Et vous, en tant qu'avocat, à un moment donné, vous pouvez dire aux membres de ce groupe-là, leur donner des ressources utiles, les aider à se poser des bonnes questions et ainsi de suite. Mais déjà, ça va permettre à chacun d'échanger sans trahir votre secret pro, puisque vous n'êtes pas sur une prestation qui est personnalisée. Autre point, sur un WhatsApp, ce qu'il faut savoir, si par exemple vous décidez de créer un groupe WhatsApp pour une catégorie de clientèle que vous visez, que vous n'avez peut-être pas encore, mais que vous visez, ce qu'il faut savoir, créer un groupe WhatsApp, et ensuite vous pouvez créer un lien qui va permettre à tous les gens qui ont le lien de rejoindre le groupe WhatsApp. Donc, utilisez cette méthode-là, parce que du coup, ça va permettre à chacun de rejoindre le groupe WhatsApp. Attention, je le redis, je vois plein de choses là-dessus. Vous êtes sur un groupe WhatsApp, le but c'est d'échanger, ce n'est pas de faire votre travail d'avocat qui est dans le cadre d'une prestation avec une convention d'honoraires. Évidemment, si vous êtes dans ce cadre-là, il ne faut pas du tout travailler de cette manière-là. Là, je vous parle juste d'outils de communication pour partager une information de qualité fiable que vous avez construit et qui ensuite sur lesquels vos prospects, vos clients vont pouvoir discuter, au même titre que sur des réseaux sociaux. Simplement, sur WhatsApp, les gens sont plus réactifs, les gens échangent plus. C'est juste le sens du message que je vais vous faire passer. Voilà. Et ensuite, vous avez bien sûr les comptes Google Business. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans une phase d'échange avec des internautes qui sont potentiellement des justiciables ou des entreprises qui vont avoir des besoins de droit ou qui en ont déjà aujourd'hui, et que vous êtes un petit peu visible, les gens vont vouloir tester un petit peu votre réputation, votre notoriété. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder votre site web. Ça tombe bien, vous l'avez remis à jour, vous venez de le faire, il est à peu près clair. Vous avez mis à jour votre compte LinkedIn, il est bien clair, vous avez votre photo, on explique bien vos compétences et ce que vous faites. Et ils vont regarder quand ils vont taper votre nom, une fois sur deux, ou même plus que ça, dans 80% des cas, ils vont tomber sur ce qu'on appelle la page Google Business, qui est créée par défaut, vous ne le savez même peut-être pas vous-même, et sur lequel il peut y avoir des avis en ligne. Alors, vous allez me dire, les avis, l'avocat n'a pas le droit d'avoir des avis, etc. Je ne vais pas forcément aller sur ce terrain-là, ce n'est pas l'objet de la conférence. C'est une réalité aujourd'hui, il y a énormément de cabinets qui ont des avis sur Google Business sans même le savoir. Donc là-dessus, il y a plusieurs stratégies, mais veillez à ce que vous ayez des avis positifs, quitte à en avoir ou pas du tout, ou essayez de reprendre la main sur votre compte Google Business pour le fermer si vous ne voulez pas exister sur Google. Attention juste à un point, dès lors que vous n'êtes plus sur Google Business, vous n'êtes plus sur le Google Maps, qui est l'outil qu'utilise quasiment tout le monde quand on va vouloir se rendre à votre cabinet pour prendre un rendez-vous. Donc là-dessus, je veux juste vous donner un point d'attention sur les avis, mais je ne veux surtout pas rentrer dans le débat. Ça pourrait être une formation à part entière de 2 heures. donc voilà, je veux juste vous mettre un point de warning. Attention, parce que ça a un impact sur votre réputation, sur votre notoriété. Et voilà. Alors, je réponds juste à un point, c'est vrai, qui est une très bonne question posée par Caroline. Pouvons-nous répondre à un avis négatif? Alors déjà, en théorie, vous n'êtes pas censé être évalué. La réalité, c'est que, et je pense que même si le CNB intentait des procédures, etc., ça serait très compliqué, les médecins n'y arrivent pas, vous allez avoir des avis sur votre cabinet, sur des comptes Google ou sur des sites tiers. Est-ce que vous pouvez répondre à vos avis? Alors oui, vous pouvez y répondre. En revanche, attention, ne trahissez pas le secret professionnel, ne donnez pas des éléments du dossier, et ainsi de suite. Donc là-dessus, il faut vraiment y aller sur la pointe des pieds. Et d'ailleurs, je ne sais pas, Yannick, peut-être que tu le sais, je ne sais pas s'il y a des guides de compliance qui sont faits à ce niveau-là, sur le CNB et sur la manière dont on peut se comporter, parce qu'il y a cette réalité Google Business qui existe, sur lequel énormément d'avocats ont des avis en ligne, bons ou mauvais, d'ailleurs parfois complètement injustifiés quand ils sont mauvais. Comment on peut gérer les réponses? Moi, j'ai tendance à dire à mes clients, répondez, mais ne divulguez aucune information de dossier. Répondez simplement pour recevoir le message et dire ok, j'ai bien pris part de votre message, je suis navré que la prestation soit mal passée, ou au contraire, si la personne n'est pas cabinet n'a pas été client du cabinet et a été un troll, le dire clairement et dire cher monsieur, vous n'avez jamais été client du cabinet, ceci est un faux avis, et le signaler, mais en tout cas, dans tous les cas, ne divulguez jamais d'informations de dossier. Yannick, je ne sais pas si tu vas ajouter un point là-dessus, parce que le sujet de la vie en ligne est très délicat. De façon très très simple, il y a des guides de bonne pratique, que ce soit
ordinalement ou même au niveau du CNB, il suffit d'aller voir soit sur les FAQ, soit directement sur les avis qui ont pu être rendus. Et par ailleurs, il est assez facile d'échanger avec soit les services concernés, tant pour le CNB que pour l'Ordre des avocats de Paris. En tout cas, il y aura toujours une réponse qui vous sera apportée si vous rencontrez la moindre difficulté de ce point de vue. Soit vous arrivez à trouver la solution sur les sites internet, soit de l'Ordre du barreau de Paris, soit du Conseil national des barreaux, puisque des travaux ont été faits tant au sein de l'Ordre qu'au sein du Conseil national des barreaux. Et si vous n'avez pas la réponse, surtout, la première des choses à faire, tournez-vous vers nous, soit les membres du Conseil directement. Vous avez chacun, pour les avocats parisiens, un référent ordinal. Prenez son attache, on est là pour ça et on pourra gérer la difficulté avec vous, soit tout simplement prendre attache avec les services ordinaux et on vous apportera une réponse quasi immédiate. Enfin, c'est des réponses, on est assez sollicité, c'est souvent le même genre de questionnement et donc on a des réponses qu'on peut tout à fait apporter dans des délais quasi immédiats. Donc n'hésitez surtout jamais. Yannick, juste à la marge, ça m'intéresse énormément d'avoir ces guides s'ils sont publics, parce que c'est un énorme point de douleur et de difficulté que beaucoup d'avocats ont et beaucoup de mes clients ont. Ça m'intéresse d'avoir les règles un petit peu faites par le CNB et l'ordre et la manière dont vous réagissez là-dessus, parce que c'est souvent un point délicat qui revient et qui est compliqué à gérer. Ok, donc sur ces nouveaux paradigmes, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et sur ces nouveaux outils, maintenant, il y a également des supports complètement nouveaux pour la profession qui sont encore très peu explorés. C'est notamment le cas des supports vidéo. Est-ce que tu veux prendre la main sur ça, Mathieu? Je vais réactiver mon micro. D'accord. Merci Alexis. Donc évidemment, d'abord un petit focus. Évidemment, quand vous envoyez des emails, des newsletters, donc vous devez là encore respecter le RGPD. Donc j'ai vu passer un commentaire, un confrère très vigilant sur la loi sur les données personnelles. Donc effectivement, il n'y a plus de formalité de déclaration préalable à la CNIL aujourd'hui puisque c'est de l'autoresponsabilité. Il n'empêche que quand vous obtenez une base de contacts, vous devez vous assurer qu'ils ont soit consenti, soit qu'ils ont acheté des produits similaires, services ou produits similaires, et puis lors des envois d'emails, toujours le droit d'opposition, etc. etc. J'attire également votre attention sur le fait que, encore une fois, nous, en tant qu'avocats, on a des règles en plus et que l'article 10 sur la communication, sauf erreur, a été modifié très récemment à la suite d'une AG du CNB, je crois du début du mois d'avril. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ces modifications. Je crois que notamment, c'est la manière dont on communique sur nos domaines d'activité qui a été modifiée. Donc, on est vraiment en prise dans le sujet. Sur la vidéo plus particulièrement, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les usages évoluent. Il y a 20 ans, on lisait son journal qu'on recevait devant sa porte tranquillement. Il y a 10 ans, pour les plus avancés, ils lisaient sur tablette les journaux. Et puis aujourd'hui, s'il n'y a pas une vidéo de 2 minutes très bien montée et très punchy, en réalité, le message ne passe pas. Hein. C'est notamment, je pense que vous connaissez les médias bruts, Combini ou autres. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, avocats, on a intérêt à faire ce genre de communication? On vous a mis l'exemple de Teddy, qui est un de nos confrères, un jeune confrère, Arthur Sauzet, pour ne pas le nommer, qui lui fait un certain nombre de vidéos. Il avait notamment fait une vidéo sur les outils et utiliser le confinement. Il a un style qui lui est propre, on aime ou pas, chacun se fera son idée, chacun appréciera. Il est en effet très dans la mouvance YouTube, c'est très codé, il y a des blagues ou autres. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est-à-dire que ce soit les étudiants en droit ou les professeurs, ils sont sur ces outils. Vous avez notamment Bruno Dondero, je ne sais pas si vous connaissez, qui est enseignant à Paris 1, qui fait beaucoup, et encore plus maintenant, mais beaucoup de ses cours sur Facebook Live. Vous avez donc les vidéos de vulgarisation sur YouTube. Et il me semble que nous, avocats, qui aimons parler, qui aimons nous exprimer, il faut qu'on investisse ces espaces de sites de vidéos, que ce soit pour nous exprimer sur des sujets politiques, pour des sujets justice ou des sujets spécifiques à votre activité pour informer sur un sujet donné. Mais ça me semble être à peu près
essentiel aujourd'hui, au moins de gérer ces aspects vidéo. Donc, ça peut être un Facebook Live, ça peut être un Instagram Live, ça peut être un live Twitch, qui est une plateforme plus destinée aux jeux vidéo, mais qui aujourd'hui est de plus en plus utilisée pour s'exprimer et pour avoir des échanges. À ce titre, moi, je voulais vous parler de deux confrères, Loïc Alvarez et Jean-Baptiste Gignès. Peut-être vous ne les connaissez pas, moi je ne les connaissais pas beaucoup avant, qui exercent en droit du sport et qui font toutes les semaines, je crois, un Twitter Live. Et donc le dernier, c'était l'impact du Covid sur les compétitions de football. Et ça leur permet d'augmenter leur audience de manière assez phénoménale parce que effectivement, ce ne sera peut-être pas des futurs clients qui vont accéder à ces contenus, mais ça va leur donner une notoriété. Le bouche à oreille, pour nous, c'est important. De pouvoir, en plus, une vidéo, on envoie un lien, donc il y a un support tangible qu'on peut transmettre. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Faites attention quand même à la monétisation des vidéos. Aujourd'hui, ça me semble exclu qu'un avocat puisse monétiser ses vidéos sur YouTube et obtenir des revenus commerciaux du fait de ça. Donc faites bien attention aux options quand vous vous inscrivez. Mais, et je pense que Alexis est d'accord avec moi, il faut qu'on apprivoise cet outil en tant qu'avocat et il faut qu'on l'investisse parce que de toute façon, dans 5-10 ans, la plupart des échanges et des messages en tout cas passeront par un support vidéo avant tout. Voilà ce que je pouvais dire sur la vidéo. Tu as dit un mot sur la partie. Oui, il y a une partie monétisation aussi. Tu l'as dit ou pas? Ouais, ok. D'accord. Alors attends, juste hop. Voilà. Et enfin, donc, il va falloir vous distinguer dans tout ça. Et toute communication, l'objectif, c'est d'essayer de vous distinguer. Et là-dessus, alors pareil, sans rentrer dans le détail, parce que c'est un vaste sujet, ça peut faire l'objet de formations beaucoup plus longues. Essayez dans la manière de vous communiquer, de vous inspirer des bonnes pratiques du legal design, c'est-à-dire de ne pas seulement transmettre un texte brut de droit, mais d'essayer de vous demander à quel niveau vous pouvez être plus visuel, à quel niveau vous pouvez être plus impactant, pour que le message, l'idée que vous voulez faire passer pour sensibiliser un client, un prospect qui est sur Internet, qui puisse retenir en fait plus facilement les points clés qu'il doit retenir et sur lesquels il doit être sensibilisé. Donc, regardez un petit peu ce qui se fait en matière de legal design, sachant que ça peut s'appliquer sur un visuel, sur même des conclusions potentiellement que vous rédigez, sur une vidéo évidemment, et ainsi de suite. Dans les formats aussi, je pensais à quelque chose qu'on n'a pas forcément cité là. Il y a tout ce qui peut être podcast. Alors, c'est pareil, c'est des formats, le podcast, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais qui peut vous permettre d'éditer un contenu oral que vous partageriez sur une chaîne, sur un compte Spotify ou autre, et sur lequel vous allez pouvoir régulièrement transmettre de l'information juridique, des retours d'expérience et ainsi de suite. Alors effectivement, dans les podcasts propres à la profession, vous avez Fleur d'avocat qui fait des choses effectivement qui sont top. Il y en a d'autres, mais surtout, alors c'est très bien les podcasts d'avocats, mais essayez de réfléchir en termes de podcasts pour vos clients, sauf si vos clients sont des avocats, ce qui peut arriver. Essayez de réfléchir aussi à des podcasts pour des clients. Et ça pourrait être par exemple bref d'avocats spécialistes de la défense des employeurs en matière de droit social. Et vous allez raconter des tas d'anecdotes ou des brèves de jurisprudence ou d'actualité qui est très riche en ce moment sur ces sujets-là. Et vous allez pouvoir, en 10 minutes, expliquer des sujets clés sous forme de podcast et les partager à des DRH. Donc, plutôt qu'à d'avoir à lire derrière son écran 3 pages ou 4 pages d'une note qui est parfois assez lourde, voilà, il suffit de mettre ses écouteurs, d'écouter ce qui se dit et on est sensibilisé, l'idée est passée, vous êtes positionné. Effectivement, ouais, on a Sagan, c'est très juste, Sagan avocat, qui est une bonne source d'information, notamment sur la partie legal design à ce niveau-là. Alors, encore une fois, c'est un discours entreprise. Pas forcément tout ce qu'on dit là, alors en particulier YouTube. YouTube aujourd'hui, c'est par excellence le meilleur moyen de toucher des justiciables. Donc, faire de la vidéo, expliquer de façon vulgarisée pour des justiciables, pour les 4 étapes clés d'un divorce, les 5 réflexes ou les 5 choses à penser avant de divorcer d'un point de vue juridique ou à anticiper, comment se passe la gestion d'une garde à vue et ainsi de suite, toutes ces choses-là, et prenez ces terrains-là qui sont inexploités pour les justiciables
et vous avez énormément d'espace. Et en particulier sur YouTube, je le faisais encore, je regardais pour un de mes clients ce matin, dans lequel je faisais une formation. On passait au crible fin toutes ces vidéos YouTube. Les vidéos qui cartonnent le plus sont celles qui sont à destination des justiciables. Donc non, ce n'est pas une histoire d'entreprise, c'est juste une histoire de positionnement. Effectivement, les exemples que je prends sont plutôt orientés entreprise, mais en réalité, vous avez un boulevard pour le justiciable qui a des tas de problèmes de droit qu'il ignore complètement. Et s'il les ignore, c'est parce qu'aujourd'hui, le droit n'est pas accessible et pas intelligible pour lui. Donc, utiliser ces nouveaux formats, c'est primordial. Si vous voulez vous tourner vers eux, créer justement ces liens et qui se disent à la fin, mais finalement, l'avocat n'est pas quelqu'un d'inaccessible, je peux lui poser des questions et ainsi de suite. Alors, quels outils pour faire des vidéos et des podcasts? Ce sont de très bonnes questions. Pour le coup, on n'avait pas forcément le temps de le dérouler complètement. Alors, il y a plusieurs niveaux pour faire des vidéos, des podcasts. Vous avez d'ailleurs, si vous cherchez comment lancer une chaîne YouTube et comment lancer une chaîne podcast sur Internet, vous allez trouver des tas de références qui vous l'expliquent plutôt bien. Je vais essayer de vous prémâcher le travail et de vous donner 2-3 idées. Déjà, par exemple, alors, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément la trésorerie pour investir dans des vidéos très quali. D'accord, vous pouvez le faire et vous pouvez avoir envie de le faire. Dans ce cas-là, tournez-vous vers des prestataires spécialisés. Dans le monde du droit, vous avez Le Droit pour moi qui est assez connu, qui fait énormément de vidéos pour des cabinets d'avocats, mais vous en avez plein d'autres. Et après, vous pouvez vous dire, je vais le lancer moi-même de manière de façon un petit peu artisanale et je vais regarder déjà ce qui se passe. Et là-dessus, pour le coup, c'est simple, il vous suffit d'avoir votre téléphone avec une caméra qui marche à peu près bien et préparez bien en amont ce que vous voulez dire, les étapes et ce que vous voulez démontrer. Le script est essentiel, donc bossez votre script. Filmez-vous, soit en live sur votre LinkedIn, sur votre Facebook ou sur votre compte YouTube, soit si vous voulez faire plusieurs prises et que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le live d'une autre manière, mais commencez comme ça. Testez 2-3 vidéos artisanales. Regardez la manière dont il faut s'adresser à un ado. Ils font des tutos toute la journée. Oui, vous allez trouver des tas, si vous commencez à rentrer dans le sujet que vous voulez faire vous-même, regardez des tutos d'ado. Alors non, je vois une question. Si ce n'est pas quali, c'est contre-productif. Alors, non, ce n'est pas forcément vrai. Vous avez des tas de vidéos qui fonctionnent extrêmement bien, dans lesquelles vous pouvez vous filmer derrière votre écran. Si le contenu est pertinent, s'il est sous-titré, parce qu'il faut sous-titrer sur les réseaux sociaux, et si vous voulez que votre vidéo soit diffusée sur les réseaux sociaux, et c'est un bon moyen de tester, de voir déjà si ça marche. Progressivement, encore une fois, tout est itératif, de toute façon, dans le monde du numérique et dans l'innovation. Commencez quick and dirty, d'accord? Donc, vous commencez en faisant le plus vite possible, et même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Regardez ce qui se passe et ensuite, progressivement, investissez. Ayez recours à des professionnels et ainsi de suite. Combien coûte une vidéo pro? Ça dépend complètement de ce que vous voulez faire sur votre vidéo, combien de temps elle va durer, combien d'interlocuteurs, est-ce qu'il y a des effets, etc. Ça va de 300 € à 3 000 €, voire plus. Donc voilà, pour une vidéo de 3 à 10 minutes. Donc c'est extrêmement variable et ça va dépendre de ce que vous voulez, de votre niveau d'exigence, ainsi de suite. Voilà. Alors, qu'en est-il des outils recommandés pour la tenue d'AG par vidéoconférence? Alors, super, on y arrive. Donc, justement, dans la continuité des activités, et je répondrai à votre question sur la partie AG, visioconférence, etc. Je te laisse la suite, du coup, Mathieu, sur la partie continuité. Oui, on voit en tout cas que les échanges sont très riches dans l'espace de conversation, donc tant mieux, c'était un des objectifs aussi de cette émission. Donc, sur la continuité, donc là, on a vu un peu comment communiquer, comment identifier pour contacter vos clients, mais mine de rien, il faut quand même essayer de sauver tout ce qui est sauvable et surtout de continuer à travailler pour pouvoir continuer à facturer et à encaisser. Alors évidemment, ce que je vais dire là, ça s'adresse peut-être plus aux confrères qui font du transactionnel plutôt qu'à ceux qui font du judiciaire, puisqu'on le sait, les juridictions, et notamment à Paris, sont quand même très, très impactées par les mesures sanitaires. Mais la première chose que je voulais voir avec vous, et je veux bien, Alexis, que tu passes le slide, Excuse-moi, c'est la question de la signature électronique. La signature électronique, moi, je trouve que c'est bizarrement très peu, à la fois très généralisé, c'est-à-dire qu'on en fait usage dans notre quotidien sans s'en rendre compte, mais que très rapidement, dès que vous allez proposer à des gens ou même à des clients de signer un document par signature électronique, il va vous faire des gros yeux et vous demander ce que c'est. Alors, pourquoi c'est assez utilisé dans votre vie quotidienne? C'est-à-dire que très souvent, quand vous achetez en ligne, vous
recevez un petit SMS qui vous demande de rentrer un code, en réalité, derrière ça, il y a une forme de mécanisme de signature électronique qui est créé pour s'assurer de l'identité de la personne qui va dire oui, je veux 150 capsules de Nespresso. Et puis, et ça, on reviendra plus en détail, nous, avocats, on s'en sert assez régulièrement, notamment dans des échanges avec le RPVA ou ICARPA qui font utilisation de ces dispositifs. Alors, un peu de droit quand même, et pour vous montrer que la signature électronique, ce n'est pas un joujou, c'est vraiment quelque chose qui existe juridiquement, qui est reconnu depuis assez longtemps en réalité. Donc, les textes de référence, c'est avant tout l'article 1367 du Code civil et son décret d'application, et au niveau européen, le règlement EIDAS de 2014. Il faut savoir que le règlement EIDAS, lui, a défini 3 niveaux de signature. La signature simple, en réalité, la signature simple, c'est un peu le niveau 0, c'est-à-dire que ça va être presque le fichier image avec votre signature que vous apposez sur un document. Ça n'a pas vraiment de valeur et d'effet juridique. Et puis, il y a la signature avancée et la signature qualifiée qui, elles, ont beaucoup plus d'intérêt sur la sécurisation juridique de nos opérations. Je veux bien que tu passes le slide, Alexis, s'il te plaît. Alors, donc, en réalité, comment ça marche? Pour les signatures électroniques dites avancées, donc le niveau 2, c'est exactement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'on va faire usage de l'authentification à double facteur. Donc, la personne qui est invitée à signer, elle va recevoir un email avec un lien et en parallèle, elle va recevoir un numéro de téléphone avec un code d'accès, et ce qui va nous permettre, nous qui avons initié la procédure de signature, de s'assurer que c'est bien elle qui a procédé à la signature. Pour les signatures qualifiées, donc de niveau 3, c'est un peu plus complexe puisque ça doit être délivré par un prestataire certifié et ça donne lieu à une vérification d'identité souvent préalable ou en direct selon le cas, où le prestataire va remettre très souvent un outil. Donc, nous, c'est la clé RPVA, mais ça peut être une carte à puce, ça peut être, vous savez, quelque chose que vous cliquez qui vous donne un code à rentrer dans les 30 secondes. Et là encore, l'idée, c'est d'assurer un lien entre la personne qui va signer électroniquement et son identité. Aujourd'hui, et a fortiori via le confinement, il peut y avoir des vérifications d'identité à distance, mais c'est assez complexe pour le signataire puisque on va lui demander d'être en visio, de montrer sa carte d'identité, de tourner la tête à droite, à gauche pour être sûr que c'est une image animée et non pas fixe. Donc, ça peut être assez lourd. Il n'empêche qu'aujourd'hui, parce que les réunions physiques sont compliquées, on se retrouve quand même à devoir quasiment signer les documents à distance, y compris pour les processus internes de validation. On n'a pas forcément le parapheur qui fait le tour des bureaux. Donc, la signature électronique peut avoir un intérêt. Et il faut savoir qu'en général, à chaque fois qu'un document est signé, votre prestataire va vous mettre à disposition un dossier de preuve qui pourra être utilisé si une personne, un des signataires, vient contester le fait que ce n'était pas lui qui avait signé ce document. Mais aujourd'hui, je pense que ça peut se généraliser à double titre, et ça fait le lien avec les AG. Vous avez le décret d'octobre 2019 qui vient ouvrir la porte pour les registres de sociétés, donc registre du personnel, registre d'AG, registre de décision, sous format dématérialisé, et donc avec utilisation d'une signature électronique. Donc petit à petit, même l'État est en train d'élargir le cadre dans lequel on peut utiliser cette signature électronique. Il y a pour moi un gros barrage encore, et ça devrait être levé a priori en 2020, mais peut-être que ça prendra du retard, c'est en matière d'enregistrement fiscal, puisque malheureusement aujourd'hui, les documents qui ont vocation à faire l'objet d'un enregistrement fiscal doivent encore être établis en exemplaire original, donc sur papier, et doivent être déposés pour que l'administration fiscale y mette son petit papillon, comme quoi ça a été enregistré. Mais il y avait une réponse ministérielle assez récente et ils nous ont indiqué qu'ils travaillaient sur le sujet pour procéder à des enregistrements de documents signés électroniquement. Alexis, je veux que tu passes le slide d'après. Donc, quelques outils, et là encore, on ne peut pas être exhaustif. Je sais qu'on va recevoir peut-être beaucoup de mails comme quoi on n'a pas cité tel ou tel prestataire. L'idée, c'est vraiment de vous donner des clés.
En premier lieu, c'est évidemment les outils qui sont mis à disposition par nos instances. Donc, le CNB met à disposition, soit via la clé RFPVA, soit via des identifiants e-Identitas, pour ceux qui en ont, des outils pour signer nos conventions d'honoraires. Parce que c'est évidemment, on parle de continuer son activité, c'est un des premiers actes. Votre client vous contacte par téléphone, vous l'avez contacté par visio, il vous a exposé un problème, vous définissez une lettre de mission. Comment je signe ma convention d'honoraires qui aujourd'hui est obligatoire? Vous pouvez vous connecter sur le site du CNB et signer cette convention d'honoraires en ligne. Ce système, il marche aussi pour les actes d'avocat, pour ceux d'entre nous qui rédigent des actes d'avocat. Donc là aussi, le système du CNB vous permet de dématérialiser cette signature. S'agissant des prestataires, il y en a là encore vraiment beaucoup. Vous avez YouSign, qui est une société française qui a le label French Tech, et le service est vraiment simplissime. Vous avez DocuSign, qui est très, très connu. Vous avez également des solutions intégrées dans la suite Adobe. Vous avez DeepBlock. Vous avez tout un tas de prestataires. Et il faudra quand même, au-delà des questions juridiques, que vous procédiez à une petite analyse en termes de besoins économiques, puisque les modèles économiques ne sont pas tous les mêmes. Vous avez des prestataires qui vont, pour un abonnement illimité, vous donner droit à autant de signatures que vous voulez par mois. D'autres qui vont faire un paiement à l'acte, c'est-à-dire pour chaque document, vous allez devoir payer. Certains, c'est un mélange des deux. Donc, là encore, il faut analyser le périmètre de ses besoins. Il y a souvent des périodes d'essai gratuites, donc il faut ne pas hésiter à les faire pour devenir familier avec l'outil. Et puis, si vous êtes vraiment sur une grosse opération de fusion-acquisition ou autre, c'est, à mon sens, des services que vous pouvez refacturer à vos clients si le coût deviendrait trop lourd pour votre cabinet. Là encore, et c'est mon message tout le long de ce webinaire, une fois que vous aurez conduit cette réflexion sur comment j'intègre et j'inclus la signature électronique au sein de mon cabinet, et bien après, vous pourrez contacter vos clients pour lui dire mais comment tu valides tes bons de commande, toi, maintenant que vous êtes tous à distance, que vous êtes tous confinés chez vous à Paris ou en province. Et ben, vous pourrez lui dire, écoute, moi, j'ai mis en place la signature électronique au sein de mon cabinet. Si tu veux, je te fais un mémo, je te donne des conseils, je t'accompagne pour lui aussi faire sa transition. Et une fois que vous serez intégré dans ces process, le client, il sera quasiment dépendant en fait de vous, puisque quand il voudra le modifier ou le mettre à jour, il y a de fortes chances quand même qu'ils reviennent vous voir. Donc, la signature électronique, pour moi, c'est vraiment un premier axe, parce qu'en plus, c'est simplissime vraiment, qui permet vraiment de renforcer votre relation client pour être vraiment au cœur du sujet. Tu as eu quelques questions, Mathieu, qui ont été posées. Avez-vous des exemples d'actes d'avocat pour lesquels la signature électronique est particulièrement adaptée? Il y a des questions sur l'e-acte avocat valable pour une signature de protocole transactionnel. Alors, je te laisse vraiment la main là-dessus, c'est des questions plus techniques, je vais raconter des bêtises. Oui. Je vous laisse, vas-y, je vous laisse. Il y en avait une dernière sur le CNB et la confidentialité. Voilà, quand je parle de l'acte d'avocat, c'est vraiment l'acte d'avocat qui est contresigné par l'avocat. Ce n'est pas un acte distinct qui serait rédigé par l'avocat. Donc, pour moi, en réalité, tous les actes sont propices à la signature électronique dès que vous serez confronté à un problème de non-réunion des personnes, soit dans une salle ou même, je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, la Poste, en tout cas à Paris, dans mon quartier, moi, c'est une fois tous les 3 jours. Donc, si vous avez un document avec 5 parties, donc 5 originaux, que vous devez faire transiter par la Poste pour être signé par toutes les parties, si à la fin du processus de circulation, vous n'avez ne serait-ce qu'un exemplaire avec les 5 signatures, vous êtes très chanceux. Donc, en réalité, pour moi, il faut qu'on soit amené à généraliser totalement l'usage de la signature électronique. Le système du CNB, là où il est à la fois très pratique et très facile d'accès, c'est qu'on a déjà les outils, la plupart on a une clé RFPVA. Là où il sera plus délicat, et on va en parler aussi quand on parlera des espaces de stockage, c'est que
le signataire, lui, ne va être là que pour signer. Donc, il n'y a pas l'aspect rédaction du document en amont ou éventuellement échange avec le juriste de la société qui est le co-contractant de votre client. Donc, c'est peut-être là les limites. Mais il n'y a pas à mon sens, il n'y a pas d'actes qui sont adaptés pour être signés électroniquement et d'actes qui ne le sont pas. L'article du Code civil que j'évoquais, l'article 1376, il vous pose un principe d'équivalence. Donc, c'est-à-dire qu'une signature électronique, aujourd'hui, elle est valable au même titre qu'une signature sur papier. Donc, moi, je ne suis pas pour la segmentation. Il y a des situations qui sont adaptées. Il y a des typologies aussi de clients qui sont adaptées, on ne va pas se mentir. Il y a des clients qui peut-être seront moins rassurés par le fait de recevoir sur leur téléphone un code pour se connecter et signer. Il y en a qui vont préférer avoir la reliure notariée et partir de votre cabinet avec ces 3 tomes. Donc là encore, c'est un peu du cas par cas et c'est à chacun de vous de faire cette analyse. Vous êtes aussi des avocats, mais vous êtes d'une certaine manière aussi des entrepreneurs. Donc, il y a des décisions économiques ou autres à prendre. Mais voilà, donc comment ça fonctionne sur le CNB? En réalité, vous vous connectez sur votre espace CNB et il y a l'espace e-convention, il me semble, et c'est simplissime, honnêtement. J'invite tout le monde à au moins tester et à faire une fausse procédure. Vous verrez, c'est extrêmement simple, honnêtement, vraiment. Et apparemment, on me dit qu'il y a un tutoriel sur le CNB avec une vidéo, donc encore mieux. Ok. Hops. Voilà. Là, on arrive sur un autre sujet qui est lié aussi, pareil, dans l'idée de continuer à travailler, de pouvoir aider vos clients à continuer leur activité. C'est la lettre recommandée électronique qui recouvre en réalité 2 types de lettres recommandées. Donc, vous avez soit la lettre recommandée qui est envoyée via un service en ligne, mais où au final, vous recevez réellement un courrier. Et puis, il y a la LRAR totalement électronique. Je crois que le terme consacré, c'est l'envoi recommandé électronique. Donc, l'article 100, encore une fois, moi, je fais les parties un peu ennuyeuses par rapport à Alexis, donc je reviens sur le droit. L'article 100 du Code des postes et des communications électroniques, là encore, vient consacrer l'équivalence du recommandé électronique par rapport à la lettre recommandée classique. Donc, n'hésitez pas à vous emparer du sujet. Il existe vraiment de nombreux prestataires. Là encore, et c'est à vous d'analyser en fonction du volume et du type de client à qui vous adressez. Donc, La Poste, notamment, fournit ses services. Donc, il y a le service Meleva. Donc, ça vous permet, vous scannez vos documents ou même s'ils sont déjà au format électronique, vous les mettez en ligne et la personne, le destinataire, va réellement recevoir un courrier recommandé. Et vous allez vraiment recevoir le papillon. Mais pour ceux qui veulent le pure player numérique, vous avez des solutions comme AR24, Clearbus qui vous proposent et sont conformes au règlement EIADS et à notre article 100 du Code des postes et des communications. Je tenais aussi à vous préciser que la jurisprudence a pu reconnaître la validité d'une mise en demeure adressée par email uniquement. Alors après, ça relèvera de l'appréciation souveraine des juges du fond. Mais le message, encore une fois, c'est de dire ne voyez pas les périodes de confinement comme un blocage total. Je ne peux plus aller à la poste, je ne peux plus envoyer de courrier. Non, il y a des solutions et le numérique doit être au service des avocats pour justement continuer à travailler et continuer à rendre des services à nos clients. Et la LRAR électronique en est une. Attends, hop. Voilà, et un des derniers outils, et peut-être, encore une fois, je l'ai dit en introduction, mais s'il y a une vraie demande, il y aura peut-être soit des fiches spécifiques sur des outils donnés, soit même peut-être des formations vraiment orientées, parce que je vois qu'il y a beaucoup de demandes, et c'est tant mieux, sur tel ou tel outil. Là, on était vraiment dans le panorama général avec Alexis. Donc, sur les espaces de stockage et un petit peu de travail collaboratif, mais les espaces de stockage, donc là encore, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est tous un peu chez nous. Donc, on ne peut plus déposer le document sur le bureau de notre collaborateur, de notre stagiaire, de notre assistante. Et donc, il faut pouvoir continuer à échanger. Et souvent, quand on a des documents volumineux, l'échange par mail, c'est très compliqué. C'est
voire pénible. Vous vous retrouvez à envoyer 15 mails, vous ne savez jamais si vous en êtes au fichier 17 ou 16, vous ne savez jamais s'ils ont vraiment tout reçu. Donc, il y a des espaces en ligne pour ça. Le premier, encore une fois, c'est celui qui est mis en place par le CNB. Et là, il sera accessible que aux avocats. Donc, c'est peut-être le seul bémol, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas échanger avec vos clients. Mais bon, entre confrères, c'est très pratique. Et voilà, pour ceux qui soit n'avaient pas de serveur à distance et qui ont du coup un peu de mal à travailler avec des documents ou soit leur accès distant est un peu compliqué, avec vos collaborateurs, faites usage du cloud du CNB. Je vous donne un exemple pratique. Vous demandez à ce que vos collaborateurs rédigent un article. Et dans ce dossier de partage sur le cloud du CNB, il va mettre le fruit de ses recherches et son projet d'article. Il vous envoie juste un lien par email. Vous pouvez contrôler qui aura accès quand. C'est assez pratique. Il y a d'autres solutions non CNB et non avocat. Il y en a qui sont juste purement stockage. Il y en a qui sont intégrés à des solutions de gestion de cabinet. Là encore, le panorama est gigantesque. L'idée, c'est éviter tout ce qui est les WeTransfer ou autres. Parce que en réalité, derrière WeTransfer, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe de vos documents une fois que le lien est mort. Et ça, c'est quand même un gros problème parce que une fois que vous avez transmis votre projet de conclusion à votre collaborateur pour qu'il les modifie, le lien se périme dans 3 jours, très bien, mais en réalité, sur les serveurs de WeTransfer, vous ne savez pas ce qu'il en est. Est-ce que ça a été archivé? Est-ce que ça a été crypté? En réalité, vous n'en avez aucune idée. Alors qu'avec les espaces de stockage en ligne, vous pouvez ajuster qui peut faire quoi. Est-ce que les gens ont juste un accès? Est-ce qu'ils peuvent modifier votre document? Est-ce qu'ils peuvent mettre une nouvelle version? Est-ce qu'ils peuvent le télécharger? Est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes mettre des documents? Donc vraiment, vous allez pouvoir paramétrer avec une granularité extrêmement fine sur qui peut faire quoi dans votre espace en ligne, jusqu'à créer des vrais war rooms, hein, c'est-à-dire qu'il y aura presque un contrôle, une fouille à l'entrée de votre espace stockage. Là encore, il faut être particulièrement vigilant sur les conditions générales d'utilisation et les stipulations relatives aux données personnelles, le transfert, l'hébergement. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, des réflexes pour tout outil en ligne que vous allez pratiquer. Il faut quand même savoir là où vous mettez les pieds en termes de données. Voilà, peut-être Alexis, tu voulais dire quelques mots très rapidement sur Non, le ouais, mode posé ou pas, ou je vois le il y temps a qui eu passe une en même temps. question qui a été posée sur comment on fait par exemple pour les âgés. Alors, c'est dommage, on n'est pas encore prêt. On est en train de travailler au niveau de l'incubateur du barreau de Paris. C'est un des projets que j'accompagne qui s'appelle Juridifil, sur lequel on travaille sur ces problématiques d'âgés, de gestion de documents d'âgés et ainsi de suite. Et l'outil est en cours de développement, donc n'est pas encore sur le marché. Sinon, vous avez également tout ce qui est organisation d'AG à distance. Vous avez un outil qui s'appelle Easy Quorum et qui vend son interface d'organisation d'AG et ainsi de suite au cabinet d'avocats. Donc, alors, j'ai jamais testé l'outil en détail, mais je pense que c'est assez solide. Ça fait un moment qu'ils existent et que voilà. Ça, c'est pour répondre à une des questions qui nous étaient posées. Ensuite, juste je réponds à une autre question. Alors, après, il y en a plein qui viennent sur. Alors, est-ce que Dropbox, en termes de sécurité, enfin, moi l'expérience que j'avais avec Dropbox était catastrophique en termes de sécurité il y a des failles un peu partout dans Dropbox et c'est assez facile de se perdre sur les niveaux d'autorisation et de granularité. Donc, c'est assez dangereux d'utiliser Dropbox. Je vous recommande vraiment d'utiliser d'autres systèmes d'intranet qui sont plus fiables. Après, tu avais eu des questions, Mathieu, aussi sur... il y a eu beaucoup de questions hein, sur 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 la signature, etc. Mais j'en passe. Annie, je te laisse dérouler un peu est-ce que c'est aussi vrai pour Google Drive? Alors oui, c'est un peu pareil que Dropbox, mis à part que c'est construit de façon un peu plus rigoureuse. Bon, après, c'est Google, hein. Donc vous savez, vous cochez dans vos conditions générales que les documents peuvent être lus par Google. Donc bon, voilà, là-dessus, c'est pas forcément tip-top. Mais en soi, Google est un peu plus facile d'utilisation en termes de gestion des autorisations
d'accès aux documents, de téléchargement et ainsi de suite. Après, voilà, vous avez OneDrive qui est plus connu, iCloud, enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Google Drive est super pour se créer un moteur de recherche en interne. Je rejoins complètement l'avis de Nicolas. Après, voilà, à vous de savoir ce que vous stockez dessus et dans quelle manière, dans quelles infos ce sont des informations qui sont confidentielles ou pas. Donc voilà. Après, il y avait une autre question qui m'avait été posée sur est-ce qu'on peut vendre de l'e-learning et des webinars. En ce moment, c'est compliqué de vendre quoi que ce soit, je pense. Ou alors le vendre à un prix qui est dérisoire. Donc, autant le donner. L'idée d'organiser un webinar ou d'organiser un… Alors, un e-learning, c'est différent, surtout si c'est certifiant dans la mesure où derrière, il peut y avoir un vrai travail d'ingénierie pédagogique. Et donc, là-dessus, éventuellement, ça peut être vendu, de la formation continue. Pensez en e-learning avec des sessions de tests, mais ça doit répondre à toutes les règles de Datadogage et auxquelles doivent répondre tout organisme de formation qui sont assez lourdes. Par contre, je pense que tout ce qui est webinar ou en tout cas, oui, c'est ça, webinar, conférence en ligne, je pense que vous gagnez complètement à être gratuit ou en tout cas à un prix dérisoire. Il faut mieux avoir 200 personnes présentes qui vous écoutent et vous en retirerez probablement plus qu'en ayant 10 personnes qui ont payé. Donc, je pense que vous aurez plus de retour sur investissement en étant plus long. Ça, c'était une autre question qui était posée aussi. OK. Du coup, alors, en termes d'opportunités, et on va terminer là-dessus. Alors, ouais, voilà, ça, il y avait des questions sur la cloud du CNB, sur les mails du CNB. Je ne sais pas si tu les vois, Oui. Mathieu. Donc, oui, je les vois. Donc, oui, tout ce Pas qui répondre à ça. transite par l'espace du CNB est crypté et protégé. Donc, là-dessus, normalement, il faut faire confiance à nos élus sur le fait que c'est vraiment le top du top. Comme je vous le disais, pour moi, et ça a été, je l'ai vu dans le chat, le seul bémol du CNB, c'est que c'est inaccessible aux clients. Donc, c'est très bien pour les échanges entre confrères, c'est très bien pour vos échanges à l'intérieur, en interne du cabinet, mais c'est vrai que dès que vous devez communiquer ou échanger avec des tiers, ça touche ses limites. Mais le cloud du CNB est vraiment 50 gigas, c'est quand même assez énorme en termes de documents. C'est gratuit d'une certaine manière, en tout cas on en bénéficie nous. Donc moi je recommande là encore le plus possible si vous restez entre vous. Et je vous dis, ne serait-ce qu'en interne pour le cabinet, si vous avez quitté votre cabinet au début du confinement et que vous n'avez pas de serveur distant, bah, au moins organiser l'échange de vos dossiers courants sur cet espace, par exemple. Et puis, ça vous apprendra à vous familiariser avec l'échange de liens, les versions de documents, etc. Ouais. Et après, ouais, pour tout ce qui est gros fichiers, on t'a évoqué WeTransfer et les problématiques qui pouvaient être liées à ça. Sinon, effectivement, héberger votre dossier sur le Drive et envoyer le lien de téléchargement à un tiers. Là, je sèche un peu, j'ai plus les outils en tête, etc. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je préfère plutôt ne rien dire que de vous dire des bêtises là-dessus. Si on reste entre nous avocats, si on ne reste pas entre nous avocats, quel est le système le plus fiable? C'est assez compliqué de répondre à la question, parce qu'il y a des tas de systèmes qui existent avec leurs points forts, leurs points faibles et leurs failles de sécurité, quoi. Donc, c'est un peu… Après, j'ai vu des gens parler de e-cloud. E-cloud aussi, apparemment, chiffre. Donc, là aussi, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment… Malheureusement, il n'y a pas de best outil comme ça qu'on peut juste livrer en pâture et qui conviendrait à tout le monde, malheureusement. Mais… Ok, donc là, désolé, forcément, on crée de la frustration parce que vous connaissez tous des outils, vous utilisez tous des outils, vous aimeriez tous qu'on ait les réponses là-dessus. Objectivement, c'est très, très compliqué de les avoir. Ok, il faudrait rebenchmarker chaque outil, ce qui prend un temps absolument monstrueux et qui est compliqué à réaliser, quoi. Alors ensuite, donc, en matière d'opportunités, bon, voilà, aujourd'hui, on est tous dans une période assez particulière dans laquelle on a du temps, ou en tout cas, on organise son temps et ses activités de façon différente. Donc, c'est à la fois une synthèse et à la fois des pistes pour vous donner envie d'essayer des choses. Il y a beaucoup d'outils qui reviennent ici. On a essayé de vous donner des clés, des choses à regarder, des choses sur lesquelles vous devez être méfiant en termes de critères dans la manière dont vous choisissez vos outils. Et donc, tous ces outils, il y en a beaucoup qui ont des offres propres à la crise qu'on traverse avec des aspects gratuits, notamment pour tester, des offres un peu spéciales pendant la période de confinement. Profitez-en pour tester ces outils, regardez avec lesquels vous êtes les plus à l'aise
avec lesquels vos clients sont éventuellement les plus à l'aise quand vous travaillez, quand vos clients sont amenés à travailler également sur un outil avec vous. Et donc voilà, donc ça c'est un plus. Profitez de cette période-là donc pour toutes ces offres-là. Profitez-en pour repenser votre visibilité en ligne. Et enfin, il y a un lien de Jury Connexion qui recense énormément d'offres et de mesures de soutien en cours pour les professionnels du droit. Donc, c'est un bon moyen pour vous de tester un peu ces outils-là, les offres, en fonction de vos besoins, de vous dire, tiens, je vais essayer tel ou tel type d'outil. Donc voilà, après, on les a référencés ici. Tu veux en parler, tu veux en dire quelques mots Ouais, très rapidement. C'est non exhaustif. Hein. Là encore, non exhaustif, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu ne m'as pas parlé de moi? Moi aussi, je fais des offres gratuites. » Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier que ce soit les membres de l'incubateur ou ceux d'Avotech, Mathieu Davy et Valérie Hayek, pour ne pas les nommer, qui nous ont aussi aidés à collecter toutes ces informations. Ce qu'on voulait vous dire là, et on est en train de faire la quadrature du cercle par rapport à nos propos, c'est que utilisez ce temps du confinement, si l'activité ralentit, pour gagner en compétences, ouvrir le champ des possibles. Donc, on a essayé de prendre un peu les différents domaines du droit. Donc, Data Legal Drive, qui en plus a eu le deuxième prix de l'innovation, il me semble, cette année. Donc, vous avez voté pour cette solution en tant qu'avocat parisien. C'est une solution de conformité RGPD qui visiblement est gratuite pendant 45 jours. Il y a aussi des solutions de générateurs de contrats. Il y a différents prestataires qui mettent leurs académies, c'est-à-dire leurs fonds accessibles. Donc, il y a tout un tas de prestataires au-delà des grands classiques, d'Allos, qui aussi d'ailleurs font des dossiers spécial Covid avec des offres de soutien. Mais on se disait avec Alexis et nous à l'incubateur que si les avocats parisiens mettaient à profit cette période de ralentissement qui malheureusement est un peu stressante pour justement s'intéresser à des outils et ça va susciter chez vous des envies, peut-être des vocations de développer votre propre outil, on ne sait jamais. Pardon. Mais voilà, aujourd'hui, et vous le voyez, on est un peu noyé d'ailleurs par les emails. Il y a un tas de ressources ou de documents ou de fonds documentaires qui vont vous être mis à disposition gratuitement et qui vous pourrez aussi les partager avec vos clients. C'est-à-dire que si on reprend tout ce qu'on a dit depuis aujourd'hui, une fois que vous aurez gagné en compétences ou creusé un sujet Covid ou pas Covid d'ailleurs, vous pourrez contacter votre client en visio et puis lui dire, écoute, moi, ce que je te propose, c'est d'adopter, je ne sais pas, le RGPD, t'en es où? Moi, un de mes confrères, il a mis au point une solution. Est-ce que tu ne veux pas que tu la testes en interne chez toi? Et puis, petit à petit, vous allez vraiment être intégré dans les prestations que vous fournissez à vos clients. Et puis, ça va être du gagnant-gagnant. Et là, pour le coup, votre relation, elle est plus que renforcée, c'est-à-dire qu'elle est consolidée. Et donc, c'est vraiment ce message qu'on voulait vous faire passer avec Alexis, que le confinement, c'est dur mentalement. Tout le monde a des soucis, on a des inquiétudes pour nos proches, pour nos cabinets, mais transformons cette période en opportunité, ou en tout cas, essayons de la transformer en opportunité. Et pour nous, l'outil numérique, c'est un des premiers vecteurs. Et donc, voilà, il y a Village de la Justice qui a fait un dossier très bon là-dessus. Nos confrères de Rennes ont aussi fait un outil. On le disait à l'incubateur, on va sortir probablement un guide avec des fiches pratiques pour différents outils. Voilà, il y a vraiment de quoi se cultiver l'esprit et augmenter ses capacités professionnelles dans ce temps du confinement. Et c'est un peu ça qu'on voulait évoquer sous le vocable saisir les opportunités plus que de lister et de référencer un ensemble d'outils. Il y a une question, Mathieu, désolé au-delà de la conclusion, mais qui me semble peut-être que d'autres personnes qui suivent le webinaire sont concernées, de Magali qui nous dit comment accéder au service de l'ordre alors que notre CLRPVA est confiné loin de notre propre domicile. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Est-ce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place? Alors, moi, personnellement, je suis allé chercher ma clé RPVA au cabinet il n'y a pas longtemps parce que justement, je l'avais laissée. En tant qu'avocat, en principe, vous pouvez quand même vous déplacer en cochant la case déplacement professionnel et vous pouvez vous rendre au cabinet pour aller chercher votre clé RPVA. Ça, peut-être, je me tourne vers Yannick, mais parce qu'en plus, je sais qu'il y a un sujet plus spécifique sur les clés RPVA en ce moment, mais c'est sûr qu'on n'a pas encore réussi à dématérialiser la clé RPVA. Il y a aussi, Mathieu, dans
pour accéder à l'espace professionnel de l'avocat, il y a aussi des codes qui peuvent être obtenus, quand on n'a pas la clé RPVA. Après, il y a des fonctionnalités qu'on ne pourra pas utiliser, mais même sans clé RPVA, il est possible quand même d'accéder à un certain nombre de services. Certain nombre de services avec ces codes. Il suffit de les solliciter directement sur le site. Mais effectivement, sans clé RPVA, il y a des fonctionnalités qui ne pourront pas être utilisées. On a eu un certain nombre d'autres questions, sauf si vous avez encore quelques éléments ou quelques points à aborder. Ce que je vous propose, c'est d'échanger sur les questions que j'ai pu relever. Est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Alors, il y a un certain nombre. Alors, merci d'abord à ceux qui ont proposé des thématiques de formation. Je les ai retenues et notamment celle de créer une formation sur le legal design ou encore la question de créer un site web ou enfin des formations sur le l'e-act. Tout cela, ou la présentation des outils qui sont incubés, pourquoi pas. Évidemment, j'en ai pris bonne note et on essaiera de faire au mieux durant cette période de confinement. Par ailleurs, sur les questions qui ont été posées, alors évidemment, sur les questions de confidentialité, il y a eu énormément de questions. On a bien, beaucoup ont compris qu'on ne pouvait pas indiquer telle ou telle plateforme ou tel outil, mais en revanche, certains ont indiqué quels seraient ceux qu'il faut impérativement éviter. Peut-être que dans ce sens-là, vous aurez quelques réponses. Et puis, ensuite, il y a un certain nombre de personnes qui ont posé des questions sur quel site privilégier pour les visioconférences qui seraient simples d'utilisation pour les clients. Il y a énormément de questions qui ont été posées en disant très bien pour la visio, il n'y a pas de problème, mais mon client ou mes clients n'ont pas forcément la compétence technique. Qu'est-ce qui est le plus simple et qu'est-ce qui est le plus abordable pour eux? En gros, il y a même eu une question, c'est comment faire si mes clients n'y connaissent rien en informatique. Et puis, après, il y a eu un certain nombre de questions, notamment sur les logiciels à utiliser pour créer un site Internet. Beaucoup ont rebondi sur votre proposition d'utiliser la période de confinement pour créer un site. Et leur question, c'est quel site et quel serait le coût. Et est-ce que vous avez quelques points là-dessus? Et puis enfin, il a été évoqué beaucoup aussi le legal design. Et la question qui s'est posée, c'est quels outils pour le legal design. Voilà, je vous en livre quelques-unes. Je passe sur la question du fond d'écran sur Zoom pour laquelle la réponse a été apportée. Et je remercie tous ceux sur le fil de conversation qui ont apporté un certain nombre de réponses, c'est-à-dire que ça a été très collaboratif au-delà de vos explications. Et il y a des réponses qui ont été apportées directement par les confrères qui suivaient cette formation et je les en remercie également vivement. Mathieu, je te laisse une partie des questions. Je vais répondre à quelques-unes des questions que tu as relevées, Yannick. Dans le désordre. Hein. Pour commencer sur le site, on a accompagné l'année dernière au sein du programme d'incubation d'incubateur Valérie Lonchi, qui est une de vos consoeurs et qui a développé Avocalix, qui propose un certain nombre de services, d'ailleurs notamment des services de transfert de documents, de signature électronique et de site internet, évidemment, qui est la brique d'entrée. Je dirais que ça, c'est le niveau pour tout cabinet individuel qui veut créer son site vite, qui veut que ça soit sympa, propre et correctement fait, avec un prix mensualisé qui permet quand même de lisser les dépenses et de ne pas avoir à sortir entre 3 et 10 000 euros pour faire son site. C'est vraiment top et c'est super efficace.
Alors, je vois Stéphanie, j'ai perdu le nom, c'est passé trop vite, qui dit utiliser Wix. Alors oui, il y a Wix, effectivement, qui existe aussi, qui est pas mal. L'avantage d'Avocalix, c'est qu'en fait, il vous crée vraiment le site à la volée. Wix demande quand même de prendre en main l'outil. Par contre, en termes de design, vous allez être un peu plus flexible sur ce que vous avez à faire. Honnêtement, testez Avocalix. En plus, je crois qu'ils ont une offre gratuite pour créer votre site ou avoir un rendez-vous de création du site. Et vous verrez, en 1 heure ou 2, vous avez votre site qui est monté et vous modifiez vous-même, vous bougez des blocs. Enfin, c'est extrêmement simple d'utilisation, c'est hyper solide. Après, si vous êtes sur une logique de refonte d'identité et d'une arborescence de site un peu complexe, dans ce cas-là, il faut passer sur du WordPress et je vous conseille de bien faire les choses. Dans ce cas, prenez un designer qui va travailler avec vous, quel est le projet global que vous avez et qui va vous créer une identité vraiment faite sur mesure et des sites et un découpage de sites qui est vraiment pensé de façon hyper pratique. Là-dessus, on pourra en discuter à la marge, faire une formation sur site internet. On pourra en discuter, Yannick, mais il y a des trucs qui sont vraiment bien et on a une super expérience, notamment. D'ailleurs, je crois qu'il y a une formation avec Valérie prochainement d'Avocalix sur ces sujets-là. Donc voilà, ça va vous donner des pistes. Après, évidemment, vous en avez d'autres. Je vois Webflow, je vois effectivement l'outil de Avoca. Il y en a plein, des outils qui existent. Mais honnêtement, Avocalix, et pour avoir accompagné le projet, est vraiment, vraiment pas mal et très utile pour les. Il développe en plus vraiment des briques qui vous seront très utiles pour votre activité. Notamment sur la gestion de la relation client et d'outils. Et tout est compliance pour avoir bossé avec eux l'année dernière. C'était un des gros morceaux qu'on avait attaqué ensemble. Après, il y avait toute la question du legal design. Alors, vous transmettre des outils, une formation legal design. Je ne suis pas un expert du legal design. En revanche, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de monter une formation là-dessus et carrément. Après, regardez, alors en termes de legal design appliqué au côté visuel et à la communication, il y a un exemple qui est Sagan. Alors, désolé, c'est encore un exemple B2B pour ceux qui râlent et qui nous disent qu'il y a trop d'exemples B2B. Mais en soi, c'est juste après le cas d'usage qu'il faut adapter aux problématiques propres aux justiciables, mais les mécanismes vont être les mêmes. Donc, ça peut vous inspirer. Et puis après, on pourrait échanger sur une formation spéciale legal design à ce niveau-là. Et j'arrive plus à me relire. Ah zut, j'arrive plus. Yannick, il y avait quoi comme autre question qui était plus sur ma partie? Excuse-moi, je l'ai noté, mais j'arrive pas à me relire. Les applis recommandées pour la visio et notamment pour les clients qui ne sont pas très doués, ce qui me permet de saluer Violette Vaccin qui a posé la question. D'accord. Moi, vraiment, ce que je vous recommande, alors après, à voir si d'un point de vue compliance, il coche toutes les cases, soit Visio Avocat. Là, au moins, vous êtes tranquille, vous savez que l'outil est pensé par un confrère et que c'est compliance. Mais je n'ai pas testé l'ergonomie par rapport à un client qui serait complètement novice sur ces questions-là. Soit à défaut, si c'est du one-one, utilisez les outils classiques. Alors, encore une fois, c'est du WhatsApp, désolé, mais aujourd'hui, ils sont maîtres en matière d'ergonomie et d'accessibilité. Soit encore, à un autre niveau, c'est Whereby, que j'ai cité, il y a le lien dessus, qui est honnêtement extrêmement pratique. Vous créez une réunion de discussion avec un lien unique et n'importe qui, en cliquant sur le lien, arrive et peut assister à la conférence. Et vous pouvez la verrouiller avec un code de sécurité pour que n'importe qui ne vienne pas. Donc voilà. Et juste entre-temps, j'avais vu un truc passer avec une question. Effectivement, pour le legal design, vous pouvez, si vous voulez un outil facile, parce que devenir un pro de la suite Adobe, qui est un outil qui permet de gérer le design, ça prend du temps, c'est pas évident. Par contre, vous pouvez utiliser Canva, qui est donc CANVA, qui est un outil qui va vous proposer plein de modèles que vous pouvez reprendre. C'est hyper intuitif pour créer des contenus très visuels. Ouais, du coup, moi, pour rebondir, parce que, alors, bon, encore une fois, on est sur Zoom, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment une appli qui ne serait pas recommandée, en tout cas pour la sécurité, c'est Zoom. Vraiment, parce que les autorités américaines ont réagi et les autorités américaines qui réagissent sur les données personnelles, ça interroge forcément. Alors, je sais que c'est un débat. Beaucoup pensent que c'est juste parce que Zoom dérange et qu'elle a pris la place de leader et que donc, on lui reproche des choses que font toutes les autres applications. Peut-être, moi, je n'ai pas fait un audit de sécurité de Zoom. Ce que je peux vous dire, c'est que ne serait-ce qu'en termes d'image, quand vous avez la Diginum ou d'autres institutions qui ne recommandent pas d'utiliser Zoom, si vous arrivez avec votre client qui est sur des aspects un peu sécurité avec ça, ça peut un peu le faire tiquer. Donc, Tixeo, évidemment, c'est recommandé. Malheureusement, c'est payant, il me semble. Et un autre qui est recommandé par
pas par la CNIL, mais par la DigiNum, je crois que c'est Jitsi, qui est open source. Après, pour un client qui est vraiment nul, entre guillemets, il reste, si c'est du one-one, il reste le FaceTime, par exemple. Si vous avez tous les deux un téléphone Apple, vous pouvez utiliser FaceTime. WhatsApp aussi permet de passer des appels vidéo. Skype Businesses ou même Skype normal peut vous permettre de passer une petite vidéo, même si effectivement Skype peut susciter des problèmes, en tout cas la version gratuite en termes de données. Microsoft Teams, je vois que c'est évoqué dans le chat, c'est très très bien aussi. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup WebEx, mais c'est pareil pour l'organisateur, il faut payer. Donc voilà, là encore, c'est difficile et puis je ne pense pas que ce soit notre rôle à l'ordre ou à l'incubateur de faire la promotion ou de dire cet outil doit être absolument utilisé. Mais je pense que vous avez tous compris un peu les clés de lecture et la grille d'analyse qu'il faut avoir face à ce genre d'outils. Très bien. Alors, ce que je vous propose, puisqu'il est 18h52, nous arrivons au terme de cette conférence. Je note, parce que je l'ai vu dans le fil, que sur le dernier slide, l'actualité l'AMI est le même lien que Village de la Justice et on dit à Alexis qu'il faut le modifier. J'en profite et je ne doute pas que ça sera fait. D'abord, je vous remercie tous d'avoir participé à cette conférence. Je remercie Mathieu et Alexis de leur temps, de leur disponibilité et de l'ensemble des conseils qu'ils ont pu donner. On a essayé d'être le plus complet possible. Évidemment, on a bien noté toutes les demandes de formation et toutes les autres demandes qui ont pu être formulées. On essaiera d'y répondre dans nos prochaines formations. Je tiens à remercier également l'incubateur qui a permis cette conférence et qui en permettra encore d'autres pendant cette période de confinement. J'aimerais aussi vous dire, pour vous rassurer, puisque l'un des messages qui a été récurrent durant cette formation, c'est de savoir si les slides seront transmis. La réponse, c'est oui. Alexis l'a indiqué pendant le fil de conversation. On vous l'adressera, à mon avis, c'est le plus simple, par mail, comme on vous a adressé le lien. Donc, ne soyez pas inquiets. Deuxième indication sur les slides, ceux qui ont suivi la conférence du 10 avril dernier, en fait, elle n'a pas encore été envoyée parce qu'on l'actualise pour les derniers, à raison des dernières indications des pouvoirs publics. Donc, elle va vous être envoyée. Soyez pleinement rassurés. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette conférence, vous dire qu'une formation se tiendra à nouveau demain sur l'avocat enquêteur qui sera animé par Stéphane de Navacelle, qui est un ancien membre du Conseil. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie et surtout prenez soin de vous parce que c'est ce qu'il y a de plus important en ce moment. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Alexis. Au revoir. Merci Mathieu, merci Yannick. Oui. Et merci à tous également pour tous les mots sympas que vous nous écrivez. Là, je m'adresse aux participants. Alexis, Mathieu, vous nous transférez le fichier à transmettre aux gens? Oui, alors on doit juste faire 2-3 modifs et ajouter 2-3 liens qui manquent. Mais ouais, tout à fait. Et vous nous autorisez à vous laisser sur Facebook? Moi, il n'y a aucun souci. Ouais, au contraire, je vais le relayer. Pas de souci. Donc, vous resterez dans les capsules Facebook. Ouais, ok. Pas de problème. Merci Super. beaucoup. Très bien à vous. Bonne journée à tous. Merci Au revoir. à tous. Au revoir. Bonne soirée. Ah, ouais, ok. Salut tout le monde. Juste, il y a encore plein de monde. Ouais, merci encore. Ils vont déconnecter. À très vite. Ok, bon, on se reparle séparément. Salut à tous. Ça marche, merci.